Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? C'est bien moi qui sifflais. Ce n'était pas un individu. C'est bien moi. Allez, c'est fini, on s'arrête là. Bim! Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous allez bien? Je peux enlever ça. Voilà. Je sais pas si on m'entendait bien siffler, mais effectivement, c'était bien moi. Ok, tout est nickel. Voilà, parfait. Hop. Bim. Pour ceux qui me demandent, parce que souvent vous me demandez, la musique que je mets avant les lives, vous les avez déjà entendus dans les vlogs aussi, hein. Si vous regardez nos vlogs tous les jours ou le plus souvent possible, vous l'avez déjà entendu. Comment il est tranquille, merci beaucoup. Et j'ai un petit dossier musique tropicale. En fait, sur Twitch, depuis peu, ils ont envoyé une notification en disant attention, ne mettez pas de musique non libre de droit. Voilà, avant ça se faisait sur Twitch, hein, tu pouvais mettre un peu ce que tu voulais comme musique. Maintenant, c'est plus trop possible. Hop, et du coup, je mets les musiques de vlog, tout simplement, qui sont libres de droit, enfin qu'on peut utiliser. Et là, celle que j'ai mis, le mec s'appelle, c'est un Réunionnais, c'est Selecta Seconde, voilà. Seconde, je sais pas pourquoi Seconde, mais Selecta, voilà, Selecta c'est Selekta. Voilà. Et ça, je vous l'avais déjà mis dans les vlogs, c'est du Sega, voilà, c'est un genre de Sega, dancehall, voilà, remixé, voilà, c'est ça. C'est des petites instrumentales que vous pouvez utiliser si vous voulez poser votre son dessus. Voilà, si vous êtes chanteur ou chanteuse, vous pouvez poser votre son là-dessus, hein. Après vous lui envoyez, il sera content, quoi, évidemment. Hop, bim, voilà, on est bon. Merci Caro pour le nouvel abonnement, merci beaucoup. Hop, je voulais tester un truc, voilà, c'est bon, on est bien. Hop, bim. Bon, comment ça va tout le monde? Ah, vous êtes 80 quand même, je pensais pas qu'il y aurait autant. Je pensais pas que vous serez aussi nombreux un lundi matin. Alors, je teste juste un truc que j'ai jamais testé et qu'on pourra faire du coup sur les lives avec Bibou, sexualité, etc. Je teste les sondages. On peut mettre des sondages sur Twitch. Voilà, bim. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez un sondage apparaître en haut du chat? Normalement, oui. Et ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a jamais utilisée encore avec Bibou et on va sûrement le faire pour vous poser des questions en direct tout de suite, quoi. Tu vois, là, en l'occurrence, c'est juste un test, mais ça pourrait être intéressant pour tous ceux qui n'ont pas Instagram, par exemple, ou quand on est sur un sujet et que on veut avoir votre avis. Ouais, voilà, c'est bon, ça marche. Ok. Il y en a qui sont plus sur la 1 que sur la 2, tu vois. Faut faire remonter la 2, là, tu vois. La 2, elle est en... Bon, voilà, donc c'est super, ça marche très bien. En plus, ça apparaît en haut. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre une durée. Donc, ce sondage, normalement, au bout de 2 minutes, il s'auto-détruira. Donc là, il est 10h05. À 10h07, normalement, il va disparaître automatiquement. J'aurai rien à faire. Et donc, ça, c'est vraiment bien, quoi. Et tu peux mettre une durée de 1 minute à 10 minutes. Donc, c'est vraiment bien, franchement. Ça permet d'être très, très réactif. Et de créer pas mal d'interactions en direct, et c'est vraiment ça qu'on veut faire, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc et c'est facile, hein, vous pouvez ouais, parce que moi sur l'ordi je le vois, il est très simple, mais sur mobile je pense que ça doit être pareil, tu le vois apparaître et puis réponse 1, réponse 2, quoi, c'est ça, hein. Normalement c'est assez simple. Également sur l'application, voilà, c'est nickel, parfait, merci beaucoup Vanouche, merci. Bon, c'est parfait. Voilà, donc ça, je voulais tester ça et je vous testerai peut-être un autre truc tout à l'heure.
Bon, ça fait longtemps que j'ai pété tout seul avec vous. Ça va le faire. Je bois un peu d'eau. Hop. J'ai fini mon petit déjeuner à l'arrache. Mais je suis à l'heure. Je le vois aussi sur iPhone. Bon bah c'est bon, c'est nickel. C'est parfait. Bah, merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Comme ça au moins c'est fait. Ça va le faire. Tac. Bim. Allez. Donc ce matin, on va être ensemble pendant 1h, 1h30. Jusqu'à ce que j'ai mal à la gorge. Ah, le sondage disparaît et du coup moi j'ai les réponses qui apparaissent en haut. D'accord, nickel. Ah ouais. Ah, ok. Donc là normalement vous voyez plus le sondage. Ou alors est-ce que vous voyez qu'il y a écrit sondage terminé? Parce que du coup peut-être que c'est à moi de le supprimer. C'est la réponse 1 qui a gagné, voilà, 79%. Il y en a qui n'ont pas voté, hein. Il y en a qui ne sont pas embêtés à voter, hein. Et on voit le résultat apparaître. Ok, d'accord. Donc tout le monde voit le résultat. Bah, ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est parfait, ouais. Ok, nickel. Ok, et donc là, normalement, je l'enlève et là, il disparaît. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup. Bah, c'est nickel, ça. Voilà, donc on pourra le faire en direct, ça va être bien. Des fois, on a envie, Bibou, de vous poser des questions et on vous dit, bah, des fois, on vous dit levez la main ou droite-gauche et tout ça, et c'est un peu galère. Et bah là, au moins, bah, ça sera, le sondage sera beaucoup plus simple, quoi, tu vois. Voilà, c'est nickel, quoi. Bon, parfait. Donc ce matin, on va parler argent, les amis, on va parler finance, investissement, épargne, gestion de budget, etc. Et j'ai pas mal de questions parce qu'en fait, j'ai remarqué que il n'y a même plus vraiment besoin, même si ça fait quand même plus d'un mois ou deux, même qu'on n'a pas fait ce type de live, mais il n'y a plus besoin qu'on vous dise poser les questions à Babou, etc. Vous le faites assez spontanément, vous m'envoyez des messages sur Instagram ou même des fois sous les vlogs. Donc moi je les note au fur et à mesure. On a un fichier questions du jour, on a un fichier sexualité, on a un fichier argent, et maintenant on a un fichier jardin aussi. Voilà, pour un peu toutes les questions liées au jardin. Donc j'ai peut-être, normalement j'ai tout noté, j'espère que voilà, peut-être votre question passera à la trappe parce que elle est passée à la trappe aussi dans mon cerveau, tu vois, possible. mais bon, voilà, je m'excuse. Hein. Si votre question elle n'est pas traitée aujourd'hui, eh ben, reposez-la moi et je la renoterai. Et d'ici un mois, on refera ça. Et un mois ou 15 jours, hein, je sais pas, peut-être que j'en ferai tous les 15 jours parce que y a quand même du monde. Franchement, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde sur les lives argent. Je pensais qu'on allait être 10 ou 15. Là, vous êtes 90, donc c'est assez cool. Peut-être qu'à terme, vous serez 10 ou 15 parce que vous jugerez que ce que je dis, c'est nul. Ou que ça vous amuse pas, en fait, finalement, ce thème, peut-être. Mais même si vous êtes 10 ou 15, peut-être que je continuerai à le faire tous les 15 jours. Et donc là, j'ai quelques questions. J'ai aussi des réactions que j'ai notées suite à ce que j'avais pu dire dans les lives d'avant. Donc ça, c'est aussi pas mal aussi. Ça me permet de voir si des fois je me suis mal fait comprendre ou qu'il y a certains points qui ont besoin d'update ou de précision, etc. Donc voilà, merci à tous ceux qui viennent à tous les lives. Franchement, ça fait plaisir. Là, c'est Jen qui le dit. Je pense que c'est pas la seule où vous êtes là vraiment à chaque fois sur tous les lives, tous les vlogs. Alors effectivement, il faut être dispo. Ceux qui travaillent sur un boulot classique 8h, 18h, ils peuvent pas. Mais il y a plein de gens qui sont à la maison, en télétravail, femmes au foyer, hommes au foyer, ou qui travaillent depuis chez eux. Donc franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et si vous pouvez pas être là à tous les lives, c'est pas grave non plus. Vous avez toujours les replays. Vous en faites pas. Et donc ouais, j'ai noté quelques réactions qui sont assez intéressantes. Je vais commencer par ça. Et si vous avez des questions en direct aussi, vous les balancez. Vous les envoyez tranquille. Moi, je vais essayer de tout lire. Alors, tac. Je vais essayer de tout lire. Et des fois, ça va quand même assez vite. Vous êtes pas mal en télétravail. Franchement, c'est bien le télétravail, non ? Enfin, moi, je trouve que c'est une des choses positives, entre guillemets, du Covid. C'est cette découverte du télétravail qui n'est absolument pas culturel en France. Mais dans plein d'autres pays, le télétravail, il est pas légion, mais on télétravaille beaucoup plus dans d'autres pays, quoi. En France, il y a des boulots, genre tous les boulots liés aux startups, à tout ce qui est lié à l'ordinateur, tu vois. À un moment donné, tu peux juste brancher les trucs chez les gens, installer tout ce qu'il faut chez eux, et ça se fait très bien maintenant.
on a entre guillemets tous un PC. Et moi, je trouve perso qu'on est toujours mieux à la maison. Hein. Mais il y en a qui aiment bien aller au boulot. Voilà, il y en a qui aiment bien aller au boulot, voir leurs collègues, discuter de leurs problèmes, etc. Bon, pourquoi pas, hein, chacun un peu voit son... Mais perso, j'adore. Moi, j'adore travailler à la maison. Depuis qu'on a professionnalisé YouTube, c'est un régal. Donc voilà. Enfin, après, il y a des gens qui aiment bien aller bosser au boulot. Mais ce que je comprends pas, c'est les gens qui aiment bien aller au boulot pour être devant un ordinateur. Vraiment, je comprends pas. Parce que tes collègues, tu les vois juste à la pause clope ou à la pause café. J'arrive pas à voir où est l'interaction et où est le plaisir là-dedans. Mais il y en a qui prennent du plaisir, hein, donc ils ont le droit. Hein, chacun trouve son plaisir où il veut. Hein. Donc voilà. Enfin, bref. Ah, ben, vous êtes quand même pas mal à kiffer le télétravail. Bon, après, il y en a, ils aiment pas être seuls, effectivement. Il y en a, ils aiment pas être seuls. Mais on est là, justement. Regarde, les vlogs, ils sont là. Les lives sont là. Il y a nous, il y a plein d'autres youtubeurs, il y a plein d'autres gens qui vous accompagnent tout au long de votre journée. Si vous êtes seul chez vous en télétravail, vous avez de la musique, vous avez... peu importe, hein, vous pouvez faire plein de trucs, hein, franchement. Hein. Et je pense que ça va se démocratiser pas mal. Hein. Mon patron va instaurer le flexi-travail. Voilà, tu choisis 2 jours entreprise, 3 jours maison. C'est bien, hein, 3 jours maison, franchement, c'est top, ça. Hein. Parce que ça te permet de travailler quand tu veux, en fait. Enfin, plus ou moins quand tu veux. Même si tu as des horaires de réunion et tout ça. Mais voilà, si tu veux rester en pyjama, tu restes en pyjama. Quand tu as envie de boire un café, bah, tu es chez toi, direct tu vas. Enfin, c'est plus simple, quoi, tu vois. C'est quand même... Il y a des avantages. Mais je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas le télétravail aussi. Bref, voilà, chacun voit midi à son truc, c'est vrai. Midi à sa porte. Alors c'est parti, let's go. Babou, c'est bien de parler épargne et argent, mais bon, moi, je n'ai rien à épargner. Alors quand je tourne ma tête, c'est pour lire les questions. Hein. Vous capterez vite. Je suis dans le rouge tous les 20 du mois. Donc en gros, effectivement, regarder des lives sur l'épargne ou l'investissement, ça ne l'intéresse pas. Bon, j'ai quand même fait des lives sur... on l'a fait avec Bibou, on en a fait 2 ou 3 sur la gestion de budget et sur les petites économies du quotidien. Donc ça, franchement, je t'invite et je vous invite à aller les revoir. C'est toujours d'actualité. Comment économiser, comment moins dépenser, comment mieux gérer. Tout ça, c'est des choses à voir et à revoir. Ça vous aidera énormément. Et ensuite, un petit truc aussi que je vous ai jamais dit, en fait, et ça coule de source, parce que tout le monde le fait, en fait, mais tout le monde le fait sans franchement penser que c'est une façon de gérer ton argent. C'est tout simplement de vider ses placards. Donc, certes, la première chose à faire, c'est de regarder tes dépenses, où tu dépenses trop, quel est le poste où tu vas trop dépenser et comment l'équilibrer. Si tu payes 20 € de téléphone par mois, eh ben, tu dégages ça et tu passes au forfait free à 0 ou à 2 €. Déjà, tu économises 18 € par mois. Ça te fait quand même du 180, ça te fait quand même du 200, 220 € l'année que tu économises quand même, tu vois, si tu passes au forfait à 2 €, tu vois, bref. Et ensuite, surtout, vider ses placards. Et en fait, pourquoi j'en parlais jamais de ça? C'est parce qu'on le faisait pas avec Bibou. Et là, on s'est mis à vendre. On s'est mis à vendre des trucs sur Le Bon Coin, pas sur Vinted. Hein. Non, pas sur Vinted. Sur Le Bon Coin, c'est bien mieux. Les gens, ils négocient pas sur Le Bon Coin. Et honnêtement, ben là, on a commencé à vendre des trucs, je sais pas, en 2 mois, on a peut-être récolté 500 €. Bah après, on a vendu des grosses choses. On a vendu un four à 150 €, un lave-vaisselle à 150 €. Mais ensuite, tu vas vendre un sac à dos, un truc pour le PC, un truc pour les bébés, on a vendu un jouet, on a vendu des ci, des ça. Au final, honnêtement, ça te fait gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ça te permet de vider tes placards. C'est pas des bénéfices que tu vas faire, parce que tu vas jamais vendre plus que ce que tu as acheté. Donc tu fais pas de bénéfice sur ta vente. Par contre, tu récupères quand même pas mal d'argent. Donc tous les gens qui sont dans le rouge le 20 du mois, voire le 15 même, certaines personnes, déjà regardez où est-ce que vous dépensez trop. Et surtout, videz vos placards. Il y a plein de choses qu'on a chez nous qui ne nous servent pas. Donc là, je vais reprendre le live désencombrement que Bibou, elle va faire aussi bientôt. Elle a un fichier d'ailleurs, Bibou. On a un petit fichier bloc-notes sur le PC, là, désencombrement. Avec plein de questions sur le minimalisme et tout ça, qui nous sont posées sous les vlogs, que je note dans le fichier désencombrement, et que Bibou, elle va faire bientôt. Bientôt, ça veut dire dans quelques semaines, quoi.
Mais franchement, désencombrer, ça te permet de gagner énormément d'argent. Ensuite, avec cet argent-là, faut pas que tu ailles t'acheter un yacht, ou un karting, ou un jet ski. Non. Déjà, tu soldes tes dettes. Voilà, si tu as des dettes, tu les soldes. Et ensuite, tu commences à avoir intellectuellement un cheminement vers une certaine stabilité financière, déjà dans ta tête. Tu budgétises et tu fais les choses bien propres comme il faut. Voilà. Et honnêtement, vendre des trucs, ça peut te faire gagner 2000 € par an. Hein. Très facilement. Hein. Très facilement. Hein. Faut pas que ça en devienne un business où tu vas faire des bénéfices, parce que ça s'appelle du commerce non déclaré. Voilà, va pas acheter des trucs sur AliExpress à 2 € que tu revends à 15 €, parce que ça, c'est du dropshipping vintagisé ou du dropshipping le bon coinisé. Là, il y en a, ils font ça, c'est insupportable. Tous les trucs neufs avec étiquette, honnêtement, si vous voyez qu'un mec qui met en vente des trucs neufs avec étiquette, 50 trucs là, c'est juste un mec qui fait du dropshipping, c'est-à-dire qu'il achète sur AliExpress et qui revend ensuite sur Vinted. Ça, par contre, c'est interdit. Ça, c'est interdit, sauf s'il est... Enfin non, j'allais dire sauf s'il est déclaré au registre du commerce, etc. Mais je suis pas persuadé que Vinted, ça soit une plateforme de revente commerciale. Voilà. Donc voilà. Merci Yuki pour le 3e mois. Donc voilà, franchement, mettez des trucs en vente. Par contre, allez pas sur Vinted parce que c'est une galère. Allez sur Le Bon Coin. Faites des vides-greniers ou des vides-maisons. Honnêtement, un vide-grenier, moi je me rappelle quand j'étais petit avec mon papa, on avait fait une fois un vide-grenier. C'est un peu galère parce qu'il faut se réveiller à 4 heures. C'est un truc que je ferai jamais. Mais on avait gagné sur la journée, on avait gagné peut-être 400 ou 500 €. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. Donc il y a des vides-greniers, hein, même en temps de Covid. Hein, j'en ai vu organiser dernièrement. Il y a toujours des vides-greniers. Après, ça dépend des préfectures, etc. Il y a des préfectures qui annulent les marchés, les vides-greniers, tout ça. Mais j'en ai déjà vu des vides-greniers s'organiser. Hein. Après, Payanqueux, toi, tu es à La Réunion, donc c'est peut-être pas la même chose. Mais je sais que j'en ai vu dernièrement s'organiser. Après, c'est très strict, voilà, machin. Mais honnêtement, après, oui, effectivement, il y a une limite à pas dépasser. Dès lors que tu vas faire trop de ventes aussi, trop de business, entre guillemets, à un moment donné, il faut quand même le déclarer. Mais voilà, franchement, ça, c'est un truc à retenir. Vendez votre guitare qui vous sert pas, vendez votre télé, si vous avez une deuxième télé qui sert à rien, vous la vendez 20 €. Moi, j'ai une petite télévision là qui est ici, tu vois, elle est là. Ça, c'était une ancienne télé. Je l'ai mis en vente à 15 €, je crois. Elle n'est pas partie, là, ça fait un mois qu'elle est en vente, elle n'est pas partie. Je vais la baisser, je vais la mettre à 10 €. Et puis, si je vois qu'elle part pas, je la baisserai, je la mettrai à 5 €. Et puis, si elle part pas, je la garderai probablement pour un jour la mettre dans notre camping-car, si on a un camping-car. Mais voilà, c'est 5 € plus 5 €. Souvent, les gens ils se disent « Ah, moi, j'aime pas vendre parce que tu vends des trucs à 2 €. » Alors, vendre à 2 €, ça, c'est que sur Vinted. Mais après, si tu as des trucs quand même corrects, tu peux vendre 5, 10, 15, 20 €, 100 € des fois. Si c'est des fours, des grosses télés, des frigos, tu peux vendre ton frigo 150, 200 €. Voilà, sans problème, sans problème. Et au final, ça te fait pas mal d'argent. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez pas négocier, vous écrivez effectivement non négociable sur l'annonce. Au moins, vous n'êtes pas embêté par le relou. Peut-être que sur Vinted, il faudrait qu'on fasse ça, non négociable, ouais, tout simplement. Au moins, j'avais partagé en story un truc très drôle sur Vinted. C'était une humoriste qui avait fait ça, qui s'était moqué de Vinted, et qui avait refait la pub Vinted, mais en se moquant, et c'était vraiment drôle. C'était vraiment très très drôle. Après, pour ceux qui... Parce que là, il y a Oshi qui dit « Moi, j'aime pas vendre, je sais jamais comment envoyer des colis. » Alors sache que ce soit sur Vinted ou sur Le Bon Coin, quand tu vends un colis, tu n'as rien à faire. Tu ne payes pas les frais de port, c'est l'acheteur qui paye. Par contre, il te faut une imprimante. Donc ça, c'est vrai que si tu n'as pas d'imprimante, mais bon, après une imprimante, ça s'achète 50 € à Auchan, c'est pas très cher. Tu imprimes le bon Mondial Relais, tu le colles et tu le déposes au Mondial Relais le plus proche de chez toi. Ça se fait en... Je sais pas, tu rentres dans le Mondial Relais, tu donnes le colis, tu dis juste bonjour, il bip, il te dit c'est bon pour moi, tu t'en vas. Ensuite, tu as Mondial Relais qui t'envoie un mail pour te dire voici votre preuve de dépôt, votre suivi, machin. Ça se fait en 2-2. Il faut que tu gardes tous tes colis
Amazon, toutes tes enveloppes que ta mamie, tout ça, elle va t'envoyer des petits cadeaux, tout ça, tu gardes toutes tes enveloppes là pour pas avoir à acheter des enveloppes. Et franchement, ça se fait royal. Ça se fait royal. Et Lolita qui dit, sinon tu peux négocier, il faut mettre un prix plus haut que ce que tu comptes vendre de base. Comme ça, la négociation est possible. Bah, ça, c'est sûr, c'est la base de la négociation. Si ton prix psychologique, c'est de le vendre le truc à 10 euros, mets-le à 15. La meuf, elle va négocier à 10. Et ben voilà, tu l'as vendu à 10 et t'es content. Si t'as pas d'imprimante, tu peux aussi demander à ce que le relais te l'imprime, apparemment. Le relais colis. Voilà. Sur le Bon Coin, il faut donner son IBAN. Bah oui, parce que si tu veux être payé, sur Vinted, c'est pareil. Hein. Sur Vinted, il faut aussi que tu donnes ton IBAN. Parce que si tu veux récupérer ton argent, il faut qu'ils aient ton IBAN. Donner ton IBAN, c'est pas négatif. L'IBAN, c'est ton RIB, mais c'est le format plus ou moins international, l'IBAN. Si tu donnes pas ton IBAN au Bon Coin ou à Vinted, tu seras jamais payé. Ils pourront pas te payer. Donc voilà. Il faut donner ton... Oui, ça c'est obligatoire. Yaoshi qui dit même pour faire des retours, j'ai la flemme. Ah oui, d'accord. Du coup, je garde des trucs nuls. Ouais, ben là, Oshi, ton cas, il est foutu. Hein. Bah ouais, si t'as la flemme de déposer les colis, ouais, là, c'est foutu. Ouais. Après, si t'habites très loin d'un mondial relais, je suis d'accord. Est-ce qu'on va vendre nos vêtements sur le Bon Coin ? Honnêtement, je sais pas. Vraiment, je sais pas si on va faire un Vinted, nous. Pour tout ce qui est vêtements bébés, etc. Je sais pas ce qu'on va faire. Parce que Vinted, ça nous saoule énormément. Après, effectivement, peut-être qu'on pourra mettre non négociable dans les annonces. On avait testé Vinted, hein, c'est pour ça que je dis que ça nous saoule. Hein. C'est pas juste parce qu'il y a des on-dit qui disent que Vinted c'est nul. On avait testé Vinted, on vous l'avait pas dit, et ça nous avait saoulé. Au bout de 3 jours, t'as 2 roulous qui viennent, ils veulent baisser de 20 centimes. Pour vendre aussi, il y a les dépôts-ventes aussi. Alors ça, c'est plus à l'ancienne, tu vois, les dépôts-ventes, c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais effectivement, oui, les dépôts-ventes, ça marche encore, hein, je pense. Hein. Chez KMAUS, tout ça, ils le proposent. Oui, oui, effectivement, c'est vrai. Et après, si vous n'avez pas besoin d'argent, vous donnez, évidemment. Il ne faut pas hésiter à donner. Ça ne sert à rien de garder des trucs si tu n'en as pas besoin et que tu n'as pas envie de les vendre, vaut mieux les donner. Babou, c'est bien de vouloir faire fructifier son argent. Mais en fait, à quoi bon ? Ça, c'est une réaction que j'ai notée. À quoi bon si tu dis que vos revenus vous suffisent ? Pourquoi vouloir épargner pour gagner plus ? Une très bonne question, une très bonne réaction. Et effectivement, je peux le comprendre. Et j'ai 2 amis à moi qui sont comme ça aussi. C'est souvent les gens qui vont avoir des idéologies assez anticapitalistes. Donc qui vont considérer l'argent comme quelque chose de pas sain. Il y a des gens qui aimeraient pouvoir vivre sans argent d'ailleurs. Et moi j'ai 2 potes à moi qui gagnent bien leur vie, qui sont intermittents du spectacle mais qui gagnent bien leur vie, donc qui ont des revenus mensuels aux alentours de 2500 € par mois, qui dépensent peu, voilà, c'est pas des gros dépenseurs. Donc ils ont quand même pas mal sur leur compte. Et en soi, ils n'ont pas envie d'épargner pour gagner plus. Parce que ce qu'ils ont, ça leur suffit en fait. C'est des potes qui sont assez anticapitalistes. Ils votent à gauche, très très gauche. Voilà, ils sont donc. Et je peux comprendre cette façon de voir les choses. Mais moi, ce que je leur dis souvent à ces potes-là, et donc ce que je vais vous dire là, c'est quand tu as cette vision-là de l'argent, que tu en as et que tu juges en avoir trop, et que ça sert à rien de faire fructifier, parce que quand tu fais fructifier ton argent, c'est pour nourrir les grosses entreprises et les grands patrons. Voilà, c'est un peu le discours des gens qui sont très à gauche, mais ils ont le droit de penser ça aussi. Moi, ce que je leur dis, c'est... laisse pas ton argent dormir, quoi. C'est-à-dire, si t'es anti-capitaliste et anti-argent, plus ou moins, et que t'en as, mais que t'en as trop, que ça te sert à rien, parce que voilà,
le laisse pas dormir non plus. Alors, si t'as pas envie de le mettre sur... déjà, tu peux le mettre sur le livret A, parce que le livret A, c'est quand même... Ton argent, il va être utilisé par les banques dans des projets qui sont quand même assez sociaux. L'argent du livret A, toutes les collectes du livret A, c'est essentiellement là pour la construction de logements sociaux. Il y a certaines banques, ça dépend des banques, je crois, et ça dépend des départements aussi, etc. Bon, bref. Mais je crois qu'il y a certaines banques aussi qui vont utiliser cet argent-là pour l'économie locale. Tu as aussi le livret de développement durable aussi, c'est un peu pareil. Donc voilà, tu as des livrets d'épargne comme ça qui sont entre guillemets social et verts. T'es pas obligé d'investir en bourse ou d'investir en immobilier. Voilà, la bourse et l'immobilier, c'est quand même effectivement l'opposé de toutes les idéologies de gauche, d'extrême gauche. Voilà, si tu es dans cette tendance-là, tu vas pas t'acheter un immeuble et faire 10 appartements. Sauf si tu veux t'acheter cet immeuble-là et faire du logement social ou bref, bon, etc. Mais après, tu peux aussi te dire, tu n'as pas envie de faire fructifier ton argent, bah donne-le. Donne-le, le laisse pas dormir. Voilà, distribue-le autour de toi à ta famille ou alors va sur des plateformes aussi de crowdfunding. Tu peux donner ton argent sans contrepartie des fois ou alors juste avec une contrepartie physique dans le sens où tu as des plateformes comme je m'étais fait un fichier assez énorme. T'as Mimosa, t'as We Do Good, t'as qu'est-ce que j'avais noté d'autres comme plateforme comme ça, t'as Tuidigo, notez-le, hein. Notez un peu tout ça, Tuidigo, Mimosa, We Do Good, t'en as d'autres comme ça où en fait tu vas investir et donner de l'argent aux entreprises. Des fois, tu peux avoir du coup un objectif pécunier, voilà, où tu as envie de te faire de l'argent, d'avoir des bénéfices. Donc tu vas prêter de l'argent aux entreprises et elles vont te le rendre ensuite. Tu vas avoir au bout de 2 ou 3 ans ou 5 ans, ça dépend des projets, tu vas avoir des intérêts qui te seront versés. Donc tu vas prêter 1 000 € à cette entreprise. Je sais pas moi, ça va être un mec qui veut faire un food truck, qui veut ouvrir telle ou telle entreprise de boutique ou de peu importe, t'as de tout. Mimosa, c'est plus la plateforme Mimosa, c'est plus autour de l'agriculture et des projets verts. Voilà, mais tu peux aussi tout simplement donner 1 000 € à cet agriculteur et en contrepartie, tu vas avoir tous les mois pendant 2 ans, tu pourras aller chercher à la ferme ou alors il va t'envoyer un pot de miel ou 1 kilo de fromage, etc. Ça se fait quand même assez bien. Donc, il y a plein de façons de dépenser, entre guillemets, son argent, ou d'investir, même, je peux dire, voilà, ton argent, dans plein de choses, en fait. Dans vraiment plein de choses. Et donc, si vraiment, voilà, t'es anticapitaliste et tu veux pas épargner, aller dans des trop gros projets, va sur ces plateformes-là, donne de l'argent aux entreprises, ou alors donne tout simplement de l'argent au Resto du Cœur, ou à la Croix-Rouge, ou à Emmaüs, ou à je ne sais pas qui, hein, voilà, tout simplement. Souvent, on n'y pense pas, ça. Moi, j'ai des potes, je dis mais pourquoi qu'est-ce qu'ils font sur ton compte en banque? Pourquoi tu as 15 000 € sur ton compte courant? Ça te sert à rien, fais quelque chose avec. Il sert à rien, cet argent. Il ne sert à rien, vraiment. Littéralement, il sert à rien. Il te sert ni à toi, ni à l'économie locale, ni aux défavorisés, il sert à rien. Il est là, tu l'as gagné, tu as travaillé pour le gagner, il sert à personne. Fais quelque chose avec, vraiment. Minimum, fais un livret A ou quelque chose, quoi. Alors, attends. Il y a Lolita qui dit je me considère anticapitaliste, mais j'ai tellement galéré dans ma vie et fait des boulots de merde pour des clopinettes que maintenant, si je peux en profiter, je le fais. Non mais effectivement, de toute façon, il faut toujours trouver... Moi, par exemple, perso, je me considère ni de gauche ni de droite. Il y a des idées de gauche, d'extrême gauche qui me parlent énormément, et il y a des idées de droite aussi qui me parlent beaucoup. Je peux pas me dire, est-ce que je suis du côté des grosses entreprises ou est-ce que je suis du côté des plus petites? Parce que pour moi, il n'y a pas de camp à choisir. Souvent, il y a cette espèce de camp de se dire... les gros GAFA, les gros CAC 40 contre les petites PME. Non, parce que la petite PME, ça se trouve dans 10 ans, ça sera aussi une grosse entreprise. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ces 10 ans? Tu vas changer d'opinion, alors que si ça se trouve, le patron d'il y a 10 ans, c'est le même.
Tu vois, si ça se trouve, c'est un pote à toi, il va monter une start-up, ils vont galérer comme des malades, ils seront 3 salariés, ils vont pas se faire de salaire pendant 3 ans, ils vont être à la rue, et bim, ça va marcher, ils vont trouver la formule magique, et dans 10 ans, le mec, ça sera le concurrent d'Amazon. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu vas lui cracher dessus en lui disant « T'étais mon pote il y a 10 ans, mais maintenant t'es trop riche. » tout. Ouais, moi, j'aime pas cette histoire de camp. Et donc, moi, je suis un peu partout. J'aime bien suivre les actualités d'Amazon ou d'Apple, comme j'aime bien aller sur les plateformes comme ça et suivre un peu... tiens, là, dans le département, il y a un agriculteur qui a besoin d'argent. Le ticket, le ticket, il est des fois, tu peux investir pour 100 euros. Hein. J'ai dit 1000 euros tout à l'heure, mais des fois, c'est à partir de 100 euros. Tu peux donner 100 euros à une petite entreprise à côté de chez toi, un petit fleuriste ou un agriculteur ou quoi, pour l'aider. Et puis lui, en contrepartie, il va t'envoyer un truc à manger ou alors il va te verser des intérêts. Moi, j'aime bien être un peu des deux. Voilà, honnêtement... Et puis Amazon et Apple et Google, ça a commencé dans un garage, hein, tout ça, c'est pareil. Donc voilà, moi, j'aime pas cette guerre. C'est peut-être parce que je suis balance, effectivement. Merci Sissi pour l'abonnement, merci beaucoup. Voilà, effectivement. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Il y en a, ils ont horreur des grandes entreprises et leur argent, ils veulent pas investir leur argent là-dedans. C'est niette. Donc voilà, je vous ai donné des pistes. Si j'ai pu vous aider, parce que je sais que il y en a, ils veulent pas entendre parler d'investissement parce que pour eux, quand on dit investissement, c'est uniquement donner de l'argent aux riches, tu sais. Donc non, tu peux faire autrement. Une question assez drôle, une réaction assez drôle que j'ai notée, vous allez voir. Vous n'avez pas peur des rats aux pieds sur votre terrain ? J'ai pu lire qu'ils bouffaient quand même pas mal de fruits et légumes, et que ça allait même jusqu'à manger les racines des jeunes arbres fruitiers. Donc ça fait cher si on perd plusieurs arbres. Parce que oui, un arbre fruitier, c'est 10, 20, 30 euros. Effectivement, si le rat au pied, il t'en mange 100, enfin 10, t'as peut-être perdu 100, 200, 300 euros. Effectivement. J'ai noté la question ici et elle est notée aussi dans le jardin. Donc Bibou, elle y répondra aussi dans le prochain live jardin. Mais moi, je vais m'attarder juste à l'aspect financier. Et effectivement, si là, il y a des bêtes ou peu importe, dans le jardin, quand tu commences un jardin, tu vas avoir des pertes. Et ça va te coûter de l'argent au début. Après, ça t'en coûtera beaucoup moins parce qu'après, il y en a qui récupèrent leurs propres semences, leurs graines, etc. Donc, tu payes plus tes graines. Tu vas bouturer tes arbres, tu vas démultiplier tes framboisiers, tu vas tout ça. Donc, au final, ton jardin, il te coûte plus grand-chose après. Honnêtement, hein, tu prends un figuier, tu fais des boutures de figuier si tu veux. 5 ans plus tard, tu peux avoir 20 figuiers sur ton terrain, sans problème, tu vois. Mais au départ, nous, par exemple, ça nous a coûté quand même pas mal d'argent. On a 25 arbres fruitiers. Honnêtement, alors mon père m'en a offert certains. Mais si je dois voir combien... je pense que là, juste en arbre fruitier, hein, je vous parle même pas de la tondeuse et de tout le matos, parce que ça, c'est du matos assez physique, donc logiquement, ça dure dans le temps. Mais toutes les choses qu'on peut perdre assez vite dans la nature, tu vois, c'est tout ce qui est arbre fruitier, les semences, etc. Si tu fais pas bien tes semis et tout, je pense qu'on en a au moins pour 400 ou 500 euros là. Donc, imaginons qu'on perd tout. Bon, c'est impossible. Là, tout va bien, il y a juste un arbre qui est peut-être mort. Mais imagine, tu perds des choses. Même si on perd 200 euros. Honnêtement, parce que là, j'ai envie de vous donner comme notion à avoir, c'est que même si là, on va perdre 200 euros d'arbres fruitiers, par exemple, c'est pas 200 euros qui sont perdus. Enfin, certes, ils sont perdus. Hein, on les a lâchés déjà. Donc, ils sont perdus. Mais c'est un investissement sur le long terme. Donc, dans ma tête, moi, ces 200 euros, ils sont amortis. C'est-à-dire que, certes, je les ai lâchés déjà. Ils sont déjà plus chez moi. Contrairement à un amortissement au sein d'une entreprise qui, lui, est voilà, amorti, comme son nom l'indique, tous les mois. Ils vont mensualiser leur investissement dans la trésorerie. Ils vont investir 20 000 euros. Ça sera amorti tous les mois. Comme ça, tu auras une petite part comme ça pour pas couler la trésorerie et perdre directement ces 20 000 euros.
Donc nous, certes, on les a perdus, ces 200, mais dans ma tête, moi, comment je vois le truc, c'est que je l'amortis mentalement dans ma tête. Je me dis, c'est un investissement sur le long terme, tout ça. Et aussi, c'est quelque chose qui va nous faire gagner de l'argent. Parce qu'à terme, on paiera logiquement beaucoup moins en courses, en fruits et légumes. Donc là, là, je vous ai parlé jardin, mais ça peut se transposer dans plein d'autres domaines, quoi. Quelque chose qui va te coûter de l'argent à l'instant T, si c'est quelque chose qui va te permettre d'en économiser après, et ben au final, si t'en perds un petit peu, c'est pas grave. Parce que lisser sur les 10 ans, honnêtement, voilà, c'est pas non plus... c'est pas une grosse perte. C'est ça que je veux dire. C'est souvent, on voit les choses, on dit, là, j'ai perdu 200 euros. Non, t'as perdu 200 euros sur 2000. Donc, t'as perdu que 10%, par exemple, de ta somme. Souvent, ça aussi, c'est pareil. Quand la bourse, elle monte et comme ça, les assurances-vie, ça monte, ça descend avec le Covid et tout. Moi, j'ai des potes à moi, ils disent, j'ai de l'argent sur une assurance-vie. J'ai perdu 600 euros les 2 derniers mois. Je dis, ouais, t'as perdu 600 euros, mais frérot, t'as combien sur ton assurance-vie? T'as 20 000 euros. Donc, ça fait quoi? T'as perdu combien? Regarde le pourcentage. Regarde le pourcentage que t'as perdu. C'est ridicule. Je dis, ouais, mais c'est 600 euros. Avec 600 euros, je peux m'acheter un iPhone. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le truc. C'est combien t'as perdu par rapport à combien tu as. Tu vois? Donc là, pour revenir aux arbres, si je perds 200 euros d'arbres, déjà, j'en perds 200 euros sur les 500, mais c'est même pas ça. C'est je perds 200 euros sur... Enfin, les 300 euros qui va me rester là d'arbres fruitiers, combien ça va me rapporter sur 10 ans? Ça va peut-être me rapporter... je sais pas, 3 000, 4 000, 5 000 euros d'économie. Donc au final, j'aurais perdu que 200 euros sur 5 000. Et ça, c'est une notion qui est vraiment essentielle à comprendre. C'est de réfléchir en pourcentage de perte. Combien j'ai perdu en pourcentage? Et surtout, pour revenir sur l'assurance vie, après à mon pote, je lui ai dit, t'as perdu 600 euros sur 20 000, ok. Mais ça va remonter. Là, c'est juste qu'il y a le Covid et que des fois, il y a des trucs comme ça qui se passent, ça descend, ça monte, on ne sait jamais vraiment comment ça se passe, donc t'inquiète pas, laisse ton argent là où il est, t'affole pas. Si t'enlèves tout de suite, si tu retires tout l'argent que tu as sur ton assurance vie, là effectivement les 600 euros ils seront définitivement perdus. Alors que si tu laisses tranquillement ton capital là où il est placé, ça remontera. Il faut voir les choses sur le long terme. C'est pas parce que tu as perdu aujourd'hui quelque chose que ça veut dire qu'il est définitivement perdu. Pas du tout. Je sais pas si j'ai été clair. Comme l'achat d'une maison, point d'interrogation. Est-ce que c'est pareil pour l'achat d'une maison? Moi, je vois ça un peu pareil, effectivement. Après, il y a des investisseurs qui considèrent l'achat d'une résidence principale comme quelque chose de très mauvais. Ils vont considérer une maison... 99% des chaînes ou des articles que je peux lire sur les investissements financiers ou immobiliers, ils conseillent très souvent alors déjà, ils conseillent très souvent de ne pas acheter une voiture neuve. Alors ça, pour revenir sur la voiture, parce que je vois qu'Oshi, elle parle de voiture. La pire chose à faire, effectivement, c'est d'acheter une voiture neuve parce que ça va très vite déprécier, ça va perdre en valeur. Et surtout, une voiture, ça sert à rien. Ça te fait pas gagner d'argent, ça te permet juste, oui, certes, d'aller travailler, mais tu n'as pas besoin d'avoir une voiture à 20 000 euros pour aller travailler. Autant que t'acheter une voiture à 2 000 euros et les 18 000 euros restants, tu les places. Merci Vanessa pour l'abonnement. Et les 18 000 euros restants, tu les places en bourse, en assurance vie, sur ton livret A, peu importe. Ça, c'est vraiment la base. Les voitures, c'est comment dire, je trouve que c'est, j'allais dire, la pire invention du monde. Non, parce qu'il y a des gens qui kiffent les voitures. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont quand même des belles voitures. Alors, si tu prends une voiture pas chère et que tu la retapes toi-même, bon, c'est pas pareil. Mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont des voitures qu'ils vont acheter à crédit et qui vont payer 300 euros par mois parce qu'ils ont besoin de... C'est vraiment la pire... Je sais pas, moi c'est ça. Il y a trop de gens qui se mettent dans le rouge à cause de leur voiture parce qu'ils ont une trop grosse voiture, qu'ils ont trop de crédit, bref. La voiture, c'est vraiment compliqué à faire comprendre aux gens que si tu peux pas avoir une 3008, eh ben t'achètes une Clio, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et évidemment, tu vas pas vers les BM ou vers les Porsche. Enfin bref.
parce que j'ai trop de potes. J'ai trop de potes à moi, je les vois, je leur dis, mais est-ce que tu as besoin d'avoir une Audi RS4 ? J'ai un pote à moi, il a une Audi RS4. Il me dit ben, Fry, c'est un mec de Perpignan, il me dit, Fry, j'aime bien ma voiture. Je dis, ouais, mais déjà, combien elle te coûte en essence ? Combien tu l'as acheté ? Il dit, non, mais t'inquiète, quand je vais la revendre, je dis, oui, mais déjà, si tu as un accident avec, tu pourras pas la revendre, de 1. Et de 2, tous les 20 du mois, tu es à découvert. Tu peux pas être à découvert tous les 20 du mois et avoir une Audi RS4. C'est juste pas possible. Il me dit, si, mais moi, je prends du plaisir. Je dis, ben, prends du plaisir en... Je sais pas. Prends du plaisir, j'allais dire différemment. Non, parce que si c'est sa seule source de plaisir, on peut pas lui interdire ça. Mais fais différemment, je sais pas. Loue. T'as qu'à la louer, la Audi. Tu la loues une journée entière, ça va te coûter 200 €, j'en sais rien, moi. Enfin, bref. Je sais pas, fais autre chose, ou achète-toi un simulateur, ou je sais pas, fais différemment. Fais différemment. Tu peux pas être dans le rouge tous les 20 du mois et donc stresser pendant 10 jours par mois, parce que c'est stressant d'être dans le rouge, d'être à découvert, parce que ça te coûte de l'argent et tout. Et après avoir une Audi RS4 et te dire, non, mais il y en a, ils voient les voitures comme un placement des fois. Ils disent, non, mais t'inquiète, ma BM, je l'ai acheté 8 000 € d'occasion sur le Bon Coin. Je vais la rouler avec pendant 1 an et je vais la revendre 8 000 €. Mais tu sais pas si tu vas la revendre 8 000 €. Tu sais pas si sur la période... Il y a plein de gens qui font ça. Ils achètent des voitures. 1 an, ils la revendent. 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 Ils font que ça. Donc au final, ils perdent pas beaucoup d'argent. Des fois même, ils perdent pas d'argent. Mais ta voiture, tu peux peut-être te cracher avec. Donc là, dans ce cas-là, c'est perdu. Une voiture, en fait, c'est un passif. C'est pas un actif. Un actif, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Une voiture, pour moi, c'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Sauf si tu es vraiment un professionnel, tu vas vers les voitures de collection, que tu sais que les vieilles Golf GTI, Golf 4, etc., ça revient à la mode, etc. Mais c'est pas le meilleur investissement du monde, les voitures. Hein. C'est quelque chose qui va te faire perdre de l'argent plus que tu vas te faire en gagner. Hein. Et pour les maisons, pour les résidences principales, la plupart des investisseurs, ils disent que la résidence principale, ils voient ça aussi comme une voiture et ils ne conseillent pas de l'acheter. Un investisseur, normalement, un mec qui veut gagner de l'argent, qui veut donc être rentier grâce à ses immeubles, à ses appartements, à ses investissements en bourse, peu importe, généralement, il est locataire de sa résidence principale. Parce que être propriétaire de sa résidence principale, ça coûte de l'argent, t'as des travaux à faire, t'as la taxe foncière, t'as tous les imprévus, tiens, il y a de la grêle qui est tombée sur mon toit, ah, j'ai ma serre qui s'est cassée, il faut que je refasse ma serre, le portail, la clôture, tout ça. Quand t'es proprio, les canalisations qui pètent, tu peux avoir plein de travaux à faire. Quand t'es locataire, tu payes quasiment rien en travaux. Tu payes quasiment rien, tu payes très peu de choses. Donc, les investisseurs, beaucoup, ils sont locataires de leur résidence principale parce qu'ils considèrent que la résidence principale, si tu l'achètes, ça devient un passif. C'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Et effectivement, ils ont raison. Si on réfléchit juste d'un point de vue strictement chiffré, financier, notre maison, nous, elle nous rapporte rien. Elle nous coûte. Par contre, moi, je me dis quand même, honnêtement, que si tu vois les trucs à très long terme, genre à plus de 20 ans, ça va quand même devenir un actif. Parce que une maison que tu vas acheter 200 000 € aujourd'hui, dans 20 ans, logiquement, tu la revends, je sais pas. Mais... Je vois nos parents, sans déconner, c'est du simple au double. Je crois que je sais plus. Je crois que c'était. J'essaie de réfléchir à l'époque. Je sais plus combien ma mère elle avait acheté sa maison à l'époque, mais bref, peu importe. Je pense que là, une maison que tu achètes 200 000 €, dans 20 ans, tu peux la revendre 350, 400, 450 000. Donc je me dis honnêtement que ça reste quand même, si tu vois les choses à très long terme, acheter ta résidence principale, c'est pas non plus un mauvais plan. Après, c'est toujours mieux d'avoir des enfants, parce qu'au moins tu te dis, si tu es célibataire, que tu achètes ta résidence principale, tu vois pas vraiment les choses sur le long terme, honnêtement. Tu vas plus te dire, je la revends dans 5 ans, etc. Quand tu as des enfants, tu te dis, je la garde. S'il faut, je vais finir ma vie ici. Bon, dans ce cas-là, au bout de 20 ans, elle te coûte plus rien, tu as payé ton crédit, donc bon, voilà, elle te coûte juste la taxe foncière. Mais ça peut aussi devenir un actif si à la revente, si ta maison elle est quand même bien conservée, ça peut quand même être pas mal. Voilà.
Il y a Lolita qui dit « Moi, ça fait 13 ans que je suis locataire et je me dis tout l'argent que j'ai balancé dans le vent. » Alors, oui, si tu réfléchis comme ça, effectivement, être locataire, c'est de l'argent perdu. Par contre, tu peux aussi te dire que tu peux être locataire. Imaginons que il y a plein de gens qui le font. Hein. Vraiment, là, les investisseurs, ils vont faire ça. Ils restent locataires de leur résidence principale. Mais pourquoi ils font ça ? Certes, ils vont perdre 700, 800 euros par mois parce que voilà, c'est perdu. Mais entre guillemets, c'est pas perdu parce que tu as quand même un toit au-dessus de ta tête, tu es dans un logement qui ne t'appartient pas, donc tu n'es absolument pas responsable de ce logement. Enfin si, il faut que tu l'entretiennes, évidemment. Hein, faut que tu faut pas que tu le détruises. Mais si la grêle tombe sur le toit, ou s'il y a une inondation, ou si une tornade emporte ta maison et que tu es locataire, en soi, tu t'en fiches. C'est pas toi qui va perdre, tu vois. Je veux dire, si nous, la tornade, elle emporte notre maison, là, par contre, quand t'es propriétaire, t'as plus les boules, quoi. Tu vois, quand t'es locataire et que la maison où tu vis, elle prend feu, en soi, entre guillemets, tu t'en fiches. Entre guillemets. Parce que certes, tu vas perdre tout ce qui est à l'intérieur de ta maison. Mais c'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Voilà. Et donc, les investisseurs, comment est-ce qu'ils voient le délire ? Ils se disent, j'ai un CDI ou pas, bon, bref, je suis en capacité d'emprunter de l'argent. Au lieu d'emprunter de l'argent pour acheter ma résidence principale, je vais emprunter de l'argent pour acheter 1 ou 2 appartements, 1 ou 2 studios. Je vais continuer à rester locataire. Ok ? Mais je vais acheter pour investir. Donc le crédit immobilier que tu vas faire, tu as la capacité de le faire parce que tu as un boulot qui te permet de rembourser ce crédit-là. Tu vas acheter 1 ou 2 appartements, ça va te rapporter des loyers, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ton crédit immobilier, il est rentabilisé sans problème par les loyers que tu vas avoir. Bon, certes, tu vas devoir prendre en charge des travaux, des taxes foncières, plein d'impôts, etc. Bon, bref. Mais ils considèrent, les investisseurs immobiliers surtout, que être locataire de sa résidence principale, c'est bien mieux parce qu'au moins, toute ta capacité d'emprunt, tu la mets dans tes investissements. En fait, si tu amputes ta capacité d'emprunt pour acheter ta résidence principale, tu ne peux plus rien acheter à côté. Nous, par exemple, on en est l'exemple typique. Là, on a emprunté, on est au max du max de notre capacité d'emprunt. Là, je ne peux pas aller voir la banque en lui disant « j'aimerais acheter un studio en bord de mer pour le louer sur Airbnb, etc. » Il va me regarder, il va me dire « ouais, mais déjà là, vous avez votre maison à payer. » Nous, on a un dossier un peu chelou. En plus, on n'a pas de CDI. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Jamais personne ne me prêtera l'argent. Aucune banque ne me prêtera l'argent. Sauf si je monte une société et que je fais un business plan et que je dis, je veux acheter 3 appartes pour... voilà. Mais c'est un boulot de malade. Mais en tant que particulier, il y en a qui préfèrent se dire, je reste locataire pour pouvoir emprunter un max. Parce que emprunter de l'argent aux banques, c'est vraiment en ce moment très intéressant. Tu empruntes à que dalle, à rien. Tu empruntes à rien du tout. Tu empruntes à moins de 2%. Il faut emprunter à fond, le plus possible. On ne sait pas dans 5 ans comment seront les taux. On ne sait pas dans 10 ans comment seront les taux. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui veulent pouvoir emprunter le maximum. Le maximum. Après, effectivement, c'est compliqué d'avoir cette logique-là. Moi-même, je ne l'ai pas. Voilà. J'ai acheté des voitures neuves et j'ai acheté ma résidence principale. Donc, tout ce que je viens de vous dire là, j'arrive pas à le faire, moi. Parce que, effectivement, psychologiquement, c'est compliqué pour moi de rester locataire. Je ne peux pas rester locataire. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de dépendre d'un propriétaire. Donc, oui, je peux comprendre, c'est difficile à faire. Mais il y en a, les mecs qui veulent vraiment investir, voilà, ils font ça. Je n'ai pas le temps de gérer mes épargnes. Je trouve ça super compliqué et je trouve que c'est une perte de temps uniquement pour gagner 100 ou 200 euros par an. Voilà, ça, il n'y a pas qu'une personne qui m'a dit ça. En gros, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de gérer... c'est pas j'ai pas le temps de gérer mon budget. Voilà, là, c'est pas des gens qui sont dans le rouge. C'est... des gens qui ont de l'argent. Alors ils disent ton message il est trop long, tu vois, tu as un message là 300 caractères, quand c'est trop long, malheureusement désolé, coupe-le en 2. Quand vous mettez des messages trop longs dans le chat, c'est automatiquement
supprimé, banni, etc. Tu vas revenir dans 15 secondes, Élise, parce qu'ils considèrent que c'est trop long et que ça pollue et que c'est difficile à lire. Donc, j'en étais où? Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les gens qui n'ont pas le temps de gérer leur épargne. Pas la gestion de budget, là, on va parler vraiment de gérer les épargnes, les investissements. Les gens qui ont donc de l'argent de côté, mais qui n'ont pas envie de s'en occuper. On revient à mon exemple de tout début, là. Les mecs qui veulent pas investir, ou l'exemple de mes potes anticapitalistes. Honnêtement, si tu n'as pas le temps de vouloir t'occuper de tes épargnes, c'est que tout simplement le sujet ne t'intéresse pas. Après, tu regardes des lives, là vous regardez des lives, des vidéos ou autres, donc c'est quand même que le sujet vous intéresse un minimum. Effectivement, si tu ne gères absolument rien, ça va pas te rapporter grand-chose. Si tu mets ton livret A au plafond, le plafond du livret A, je sais même plus à combien il est, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé sur ce sur ce produit d'épargne. Plafond du livret A, je crois qu'il est à 20 190, je crois. Un truc du genre, quoi. Je crois que c'est ça, non? 21 190, non? Non, 22 950, bon bref, voilà. Donc il y a 23 000 euros. Je crois que si tu mets ton livret A au plafond, donc à 23 000 euros, ça va te rapporter, c'est à 0,5%, donc ça va te rapporter 100 euros par an, quoi. Plus ou moins. C'est effectivement pas grand-chose. Honnêtement, tu as 23 000 euros de côté, ça te rapporte 100 euros par an. Au bout de 10 ans, tu as gagné 1 000 euros. Donc ton livret A, au bout de 10 ans, tes 23 000 euros, ils t'ont rapporté 1 000 euros, donc tu es à 24 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup, honnêtement? Non, ça ne vaut pas le coup. Mais c'est pour ça que la plupart des gens qui ne veulent pas s'embêter à gérer leurs épargnes, ils font ça. Ils mettent tout sur le livret A. Mais ça ne sert à rien. Parce qu'ils se disent « Ah, j'ai pas envie de prendre le temps de m'intéresser à ça, je mets sur le livret A, ça va me rapporter un petit peu. » Ça va rien te rapporter du tout. Ça va rien te rapporter. Ça te rapporte, je sais pas moi, Bref, vous voyez bien, sur 10 ans, ça te rapporte 1 000 euros, c'est pas intéressant du tout. Alors que très facilement, tu peux aller sur des choses qui vont déjà te rapporter le double. En allant sur un LEP, un livret d'épargne populaire, il est au double du livret A. Bon, ça, c'est sous condition de revenus. Il ne faut pas gagner plus d'un certain montant pour pouvoir ouvrir un LEP. Livret d'épargne populaire, comme son nom l'indique, c'est populaire. Bon. Le plafond, il est que à 7 000 euros, donc bon. Mais il est à 1% déjà, lui. Bon, voilà, c'est déjà un peu mieux. Ensuite, sans trop chercher, sans avoir à faire grand-chose, tu ouvres juste une assurance vie. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas sur les assurances vie de votre banque. Vous allez sur les assurances vie associatives type AFER, A-F-E-R, ou Guépard, G-A-I-P-A-R-E. Là, déjà, ça va te rapporter... Au minimum, on est à 1,8%. Donc déjà, au lieu d'avoir tes 20 000 euros, au lieu de te rapporter 100 euros par an, si tu as une assurance vie à 1,8, déjà, tu es à 300, tu es au triple, donc 0,5, 1, 1,5, tu es au triple, tu es presque à x4, donc tu es presque à 400 euros. Donc déjà, au lieu d'avoir 100 euros par an, tu en as 400 en faisant pas grand-chose. Pas grand-chose, tu as juste à aller sur le site internet que je vous ai cité juste avant, tu ouvres une assurance vie, tu mets ça sur ton fonds en euros 100% sécurisé plus ou moins, ça te rapportera beaucoup plus que ton livret A et tu n'as rien à faire. Voilà, ça c'est vraiment pour les gens qui ne veulent pas gérer. Et encore une fois, si tu considères que ton temps, il ne sera pas suffisamment productif, que tu vas perdre du temps à t'intéresser à tes épargnes et à tes investissements, eh bien ne va pas là-dedans. Fais ce que je t'ai dit là. Si tu veux, reste sur le livret A, mais bon, c'est un peu bête, mais va au moins sur l'assurance vie, tu n'as rien à faire. Voilà, tu ouvres ton assurance vie, ça va te rapporter 1,6. Je répète, pas chez votre banque, surtout pas. Non, surtout pas. Les assurances vie des banques, c'est le pire. Donc je vous redis vraiment, après mes recherches sur plusieurs années, l'AFER, A-F-E-R, c'est une des meilleures. Guépard aussi, c'est pas mal, G-A-I-P-A-R-E. C'est vraiment pas mal parce que ça te permet de gérer toi-même en actif ou alors en passif, tout simplement, mais au moins les gens ils t'expliquent. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui veulent pas s'embêter. Ensuite, il y a d'autres steps, évidemment. Je vais en revenir après, je vais y arriver. Mais pour revenir sur cette notion de temps,
Si tu juges que ton temps, tu vas le perdre à t'intéresser à ça, ne t'intéresse pas à ça. Parce que le temps, c'est de l'argent. Si tu peux être plus efficace dans un autre domaine, continue de faire ce que tu fais. Voilà. Si tu es plus efficace ici, reste ici. Viens pas là. Moi, par exemple, je suis nul en bricolage. Je reviens sur cette histoire de papier peint dans les, dans les vlogs. On n'est pas efficace, nous, en bricolage, avec Bibou. Bibou est plus efficace que moi. Mais... Tiens, je vais mettre un sondage, là. Qui est plus efficace en bricolage? Mais si on doit arracher le papier peint de notre chambre, ça va nous prendre peut-être 3 heures, 4 heures, je sais pas. Peut-être que ça nous prendra 3 jours, parce qu'on sera très mauvais. Peut-être qu'il est très collé, ou je sais pas, qu'il est collé sur du béton, que le mec il a mal fait. Bref, ça va nous faire perdre du temps. Ce temps-là, on sera plus efficace à faire autre chose. Et cette notion de productivité, c'est vraiment une notion propre à l'entreprise, ça. La productivité, c'est essentiel. Et c'est souvent, si vous faites des études de marketing, aussi de marketing, de management, de commerce, c'est une notion que vous avez vraiment dû aborder dans quel que soit votre niveau d'études. Le CAP, le bac pro, le BTS ou le master de commerce, on parle tout le temps de productivité. Vous essayez de trouver à quel poste tel salarié sera le plus efficace. Si un mec il te dit je vais être caissier mais qu'il est nul en caisse, tu le laisses pas en caisse. Il sera beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace à la plonge ou dans les bureaux, bref, peu importe. Donc, nous, c'est pareil. Pour le bricolage, on va pas être efficace. Donc, on va préférer payer un mec. Donc, on va préférer dépenser de l'argent sur une tâche qui ne nous intéresse pas, sur laquelle on va perdre du temps. Et le temps qu'on va économiser, on va le mettre ailleurs. Ça va être sur l'ordinateur, gérer les podcasts, par exemple, que je suis en train de faire là, les lives, les vlogs, dans le jardin, passer du temps avec nos enfants. Tout ça, nous, on va le juger plus intéressant. Donc, certes, si on reste sur le simple aspect financier, numéraire, chiffré, là, on va perdre de l'argent. On va payer un gars 100 euros, 200 euros, 300 euros. On va le payer, on va perdre de l'argent. Mais en fait, non. Moi, je considère qu'on va économiser de l'argent. Parce que tout ce temps gagné à ne pas bricoler, on le gagne ailleurs. Et ça, c'est aussi une notion assez importante à capter. C'est que des fois, vouloir tout faire tout seul, il y a des gens, ils veulent tout faire tout seul parce qu'ils veulent économiser de l'argent. Mais sauf qu'ils en perdent, en fait, de l'argent. Parce qu'ils vont perdre du temps à vouloir réparer leur voiture eux-mêmes, plutôt que d'aller à feu vert et de payer 300 euros le garagiste. Paye 300 euros ton garagiste, et pendant les 5 heures que tu vas passer sur ta voiture, eh ben, lis des livres, regarde des vidéos, regarde des lives, intéresse-toi à, je sais pas, à d'autres choses qui te permettront de gagner de l'argent, par exemple, tout simplement. Le jardinage, ça te permet de gagner de l'argent, je sais pas, la gestion budgétaire, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se former. Tu peux aussi te former à un métier. Tu peux aussi, pendant que ta voiture est au garage, tu peux aussi prendre en photo plein de choses que tu vas mettre en vente sur Vinted, par exemple, parce que il y a des mecs comme ça, ils disent j'ai pas le temps de mettre en vente. Bah, peut-être c'est parce que aussi tu perds du temps à vouloir poser un Velux sur ton toit. Si tu sais pas faire, fais pas. Paye un mec, il va faire pour toi, et pendant ce temps-là, tu vas prendre tes photos et tu vas gagner 300 euros sur le bon coin. Je sais pas si j'ai été clair dans mon explication, mais cette gestion du temps est aussi essentielle pour gagner de l'argent. Et surtout prioriser aussi là où t'es bon, quoi. Si t'es pas bon, perds pas ton temps des fois à vouloir être le meilleur. Sauf si t'as que ça à faire. Si t'as que ça à faire, tu te perfectionnes. Mais si tu juges ne pas avoir le temps, mets ton temps ailleurs. L'ouverture d'un compte à faire, c'est en agence ou cela peut être ouvert sur Internet. Alors moi, je vous invite, Vanou, je pose cette question. Quelle que soit l'ouverture de compte que vous allez faire, que ce soit pour une assurance vie, si vous voulez aller sur une banque en ligne, ou même si vous voulez aller sur... bref, peu importe l'investissement que vous voulez faire, vous appelez quelqu'un. Il y a toujours des numéros de téléphone. Même si vous allez sur les plateformes que je vous ai citées tout à l'heure, d'investissement participatif ou collaboratif. Bon, si vous investissez 100 euros, au final, bon, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'avoir un conseiller au téléphone. Mais
Si vous investissez 1000 euros, moi c'est ma barrière psychologique. Moi. En dessous de 1000 euros, je peux le faire moi-même. Psychologiquement, c'est moi, ça c'est mon seuil à moi. Après, chacun voit où il veut, met le seuil où il veut. Mais dès que je vais investir ou placer, entre guillemets, moins de 1000 euros, j'ai pas vraiment besoin de conseils. Dès que je suis sur des placements au-dessus de 1000 euros, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un en face de moi, ou au téléphone. Donc, franchement, appelez toujours quelqu'un. Vous pouvez tout faire sur Internet, mais il y a toujours des numéros de téléphone, appelez un conseiller, appelez, etc. Faites-le. Faites-le, passez une demi-heure avant votre appel à noter toutes vos questions sur un petit papier. Et ensuite, au téléphone, vous posez toutes vos questions. Toutes vos questions. Toutes vos questions. Moi, dès que je vais sur quelque chose, je ne vous dis pas en détail où je vais au niveau de mes investissements, mais dès que je vais quelque part, je reste toujours au moins 1 heure au téléphone avec des conseillers. Et j'appelle toujours 2 conseillers aussi. Voilà, je vais voir toujours plus ou moins entre guillemets la concurrence pour avoir différents avis. Ça c'est très important parce qu'il y a trop de gens qui se font arnaquer. Ils vont investir dans le vin, ils vont investir dans les œuvres d'art ou je ne sais pas quel truc là. C'est très bien, mais si tu ne sais pas où aller, eh ben tu peux très vite perdre de l'argent, tout simplement parce que tu n'es pas allé voir ce qui se fait à côté. Ensuite, attends, j'avais noté un autre truc. En tout cas, ça me fait plaisir, vous êtes plusieurs à être d'accord avec moi sur cette notion de gestion du temps. Et effectivement, vous êtes nombreux à le faire aussi, donc ça fait plaisir. Et n'hésitez pas effectivement aussi à faire pas mal de simulations en ligne pour plein de choses. Pour plein de choses, vous dites voilà, bah là j'ai 3000 euros à placer, vous allez sur plusieurs sites internet. Et vous pouvez faire votre simulation, effectivement. Dites, tiens, si je place mes 3000 euros ici, combien ça me rapporterait ? Ça reste du conditionnel. Voilà. Et ensuite, il faut aussi avoir dans votre tête, très important, la notion de risque et de savoir est-ce que j'ai besoin de ces 3000 euros ou pas ? Voilà. Généralement, tu ne vas pas aller sur quelque chose où tu sais que tu vas perdre de l'argent. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si tu n'as que 3000 euros de côté, tu ne vas pas acheter 3000 euros de Bitcoin, par exemple. C'est la plus bête des choses à faire. Si tu veux acheter du Bitcoin, des crypto-monnaies, et que tu as uniquement une petite enveloppe de 3000 euros d'épargne, à investir. Hein. Quand je dis épargne, c'est à investir. Hein. À côté de ça, tu as aussi une épargne de sécurité. Et là, chacun voit ce que c'est la sécurité. Il y en a qui vont se sentir en sécurité avec 2000 euros de côté. Il y en a qui vont se sentir en sécurité avec 20 000 euros de côté. Voilà. Il y en a qui vraiment ont une enveloppe sécurité beaucoup plus importante que d'autres. Mais là, encore une fois, c'est chacun voit midi à sa porte. Voilà. C'est vraiment, tu fais ce que tu veux. Ensuite, tu as l'enveloppe investissement, épargne que tu veux faire fructifier vraiment. Hein. Ton épargne de sécurité, généralement, tu la laisses sur ton assurance vie qui va te rapporter juste 1,8%. Ou sur ton livret A si tu veux vraiment pas t'embêter avec l'assurance vie. Mais ensuite, tu as l'épargne que tu veux investir. Faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Voilà. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez 3000 euros, j'ai n'importe quoi. En Bitcoin, honnêtement, moi, si j'ai 3000 euros, en Bitcoin, je mets 100 euros. Quoi. Ça fait 100 euros sur 3000, ça fait... Et encore 100 euros sur 3000, ça nous fait du... 300 ça fait 10, 150 ça fait 5%, et encore 100 euros c'est trop. Parce qu'en pourcentage, 100 euros de 3000 ça fait quand même... Honnêtement, moi je mettrais 1% de mon enveloppe d'épargne sur le Bitcoin. C'est pas quelque chose qui qui m'excite moi, les crypto-monnaies. Mais je vais en parler après parce qu'il y a une petite question là-dessus. Mais voilà, tes œufs tu ne les mets pas dans le même panier. Si tu as 3000 euros, tu vas mettre 1000 euros là, ou... faut vraiment répartir quand même. Mon gestionnaire de patrimoine m'a conseillé d'ouvrir une assurance vie. Il a très bien fait. Voilà, il a très bien fait. Il t'a dit que c'est plus intéressant que le livret A. Oui, très bien. Par contre, si c'est une assurance vie que tu as ouvert à ta banque, honnêtement, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Honnêtement, c'est pas les meilleurs. Moi, j'ai ouvert une assurance vie à notre banque. Pourquoi ? Parce que je voulais qu'ils nous prêtent de l'argent. Je voulais qu'ils nous prêtent de l'argent pour qu'on achète cette maison qui t'a coûté beaucoup d'argent.
Et donc, ce que j'ai fait, là où j'ai été malin, c'est que c'est une banque à laquelle on est depuis très longtemps. J'ai pris l'assurance habitation chez eux, l'assurance voiture, l'assurance vie. J'ai pris une assurance vie pour moi, une assurance vie pour les enfants. J'ai tout pris chez eux. Et ensuite, je suis arrivé, j'ai dit, regarde. J'ai dit, regardez. Oh, regardez tout ce que j'ai chez vous. Bim. Notre dossier, il n'est pas à top de top. Je suis intermittent et tout, mais regarde. Regarde. Enfin, je ne l'ai pas tutoyé, hein, évidemment. Mais là, franchement, on est propre, nos comptes sont propres. Regardez les épargnes qu'on a. On a tous ces produits bancaires annexes qu'on a pris chez vous. Enfin là, je veux dire, là, c'est limite érotique, hein, tout ce que je lui ai emmené là, pour un banquier. Hein. C'est vraiment, je rigole pas. Hein. Là, c'est l'excitation suprême. C'est-à-dire que tu fais tout ce qu'il faut pour que le banquier te dise, bah oui, c'est bon. Enfin, lui, c'est le client rêvé. Sauf que moi, maintenant, j'ai eu mon crédit. L'assurance habitation, elle est toujours chez eux, je vais la garder. Mais l'assurance vie, je l'ai fermée direct. Je l'ai juste ouvert. J'ai mis le minimum de dépôt là. Voilà, j'ai peut-être mis 500 ou 1000 euros dessus. Voilà, ça a fructifié un peu, mais bon, c'est pas les meilleures assurances vie. J'aime pas du tout les assurances vie bancaires. Je les ai fermées. Et quand je l'ai appelé, mon banquier, pour lui dire, pour lui demander de fermer les assurances vie, il m'a dit, ah bon, vous êtes sûr? Pourtant, pour les enfants, c'est bien. Je dis, ouais, non, mais vous, c'est bon. Moi, je lui ai dit où j'étais. Et voilà. Il a très bien compris. Ils le savent. Ils le savent qu'ils sont mauvais. Les banquiers le savent. Ils sont mauvais. Les banquiers sont mauvais en assurance vie. Parce qu'en fait, un banquier, c'est un couteau suisse. Il va te proposer plein de produits. Mais un couteau suisse, c'est pas forcément le mec qui va être spécialiste du truc. Tu vois, dans un couteau suisse, tu vas avoir un ciseau, un couteau, une lime, etc. Et si tu as besoin de limer quelque chose, c'est pas la lime de ton couteau suisse qui va t'aider. Elle va t'aider un petit peu. Mais si tu veux vraiment limer, t'achètes une lime qui est plus grosse, qui est plus robuste, et avec laquelle tu vas faire ton boulot en 10 secondes. Alors que la lime de ton couteau suisse, tu vas peut-être faire le boulot en 2 minutes. Un banquier, c'est ça. C'est un couteau suisse. Et donc, bah oui, l'assurance vie, c'est débloquable sans problème. Hein. Tu vas payer, entre guillemets, si tu fermes ton assurance vie avant les 8 ans, entre guillemets, que tout le monde connaît, là. Tout le monde connaît ça. Il dit une assurance vie, c'est bloqué 8 ans, etc. Non, c'est pas bloqué 8 ans. Tu peux la fermer quand tu veux, l'assurance vie. Contrairement, par exemple, à d'autres produits d'épargne, notamment tous les produits d'épargne liés à la retraite, les PEL aussi, que tu peux pas fermer et clôturer comme ça, mais l'assurance vie, tu peux la fermer du jour au lendemain, et tu vas payer, entre guillemets, un petit peu d'impôt dessus. Mais si tu as juste mis 1000 euros ou 2000 euros dessus, c'est que dalle. En plus, tu vas payer des impôts sur les bénéfices que tu auras fait. Tu vas pas payer des impôts sur le capital que tu auras investi. Donc, au final, ça coûte que dalle. Enfin, voilà. Y a Lara qui dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Attends, non, j'ai vu passer. Il y a Johanna qui dit, on a fait ça aussi, le banquier nous a menacés et accusés de manque de loyauté. Oui, bah, dans ce cas-là, le banquier, s'il te dit ça, tu sais ce que tu lui dis, tu le regardes droit dans tes yeux, tu te dis, bah, vous savez quoi, pas de problème, ok. Tu t'en vas, tu rentres chez toi, tu vas sur Internet, ou alors, si tu veux lui faire un pied de nez, tu vas à l'agence bancaire en face, mais bon, honnêtement, non. Va sur Internet, tu vas ouvrir un compte en banque en ligne, ton crédit immobilier, tu le laisses à ta banque. Tu le laisses, tu ne vas pas t'embêter à ce que ton crédit immobilier soit... Non, tu le laisses à ta banque, tu laisses un salaire dessus pour que ce salaire-là puisse payer le crédit. Et ensuite, tous tes autres revenus, ton salaire à toi, peu importe, votre compte bancaire principal, tu l'ouvres sur une banque en ligne. Tous tes livrets A, tu les enlèves de ta banque. Tous tes produits d'épargne, tu les enlèves de ta banque. Tu gardes rien à ta banque. Tu gardes même pas de carte bleue parce que tu n'en as pas besoin. Tu gardes rien. Tu gardes juste ton crédit immobilier. Si ton banquier... il te dit ça, tu manques de loyauté, tout ça, faut que tu lui dises, attends, mais vous prenez pour qui, là? Non, mais sérieux, certes, vous m'avez fait confiance, mais moi, mon banquier, par exemple, s'il vient me voir avec une ça, je dis, mais attends, en 10 ans, combien d'argent je t'ai fait gagner? Oh, on a 2 cartes bleues chez toi, on a des chéquiers, on a plein de livrets d'épargne, on a des assurances vie, on a 5 enfants, j'ai ouvert un livret A par enfant, enfin, toutes ces choses-là, c'est de l'argent que la banque gagne de l'argent grâce à ça. Plus ton compte bancaire est propre, est fourni, est beau, plus l'argent va gagner de l'argent.
Plus la banque va gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, le banquier, il faut qu'il arrête de se foutre de nous. Un banquier, t'es pas obligé, t'es pas menotté à lui. C'est pas parce qu'il te prête de l'argent que tu dois, pendant 20 ans, excusez-moi du terme, je vais peut-être pas le dire, comment le dire, tu vas pas, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas aller avoir des relations sexuelles avec lui pendant 20 ans, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Et puis, il gagne de l'argent aussi sur ton crédit immobilier. Hein. Même si les banquiers vont tout le temps nous dire, et je sais qu'il y a des banquiers qui nous regardent, je sais, il y a des abonnés qui travaillent dans les banques, donc je sais. Mais les banquiers diront toujours, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur les crédits immobiliers. Certes, ce n'est pas les produits bancaires sur lesquels ils vont se faire le maximum d'argent. Oui. Mais ils gagnent de l'argent sur plein d'autres choses. Tout l'argent qui est déposé chez eux, ils l'utilisent, eux, pour investir aussi ailleurs. Donc, t'inquiète pas, ils ne sont pas à la rue. L'argent que les banques gagnent, ce n'est pas uniquement les frais bancaires que tu payes tous les mois. Tu vois, c'est pas... en fait, à chaque fois que tu vas payer avec ta carte bleue, le banquier va gagner de l'argent. Tu vois, à chaque fois que tu vas retirer de l'argent dans un distributeur, ton banquier va gagner de l'argent si c'est... bref... Enfin, c'est plus les paiements. Mais franchement, tous les paiements qu'on fait avec nos cartes, les banquiers gagnent de l'argent là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les commerçants payent des frais bancaires. Là, ils ont un pourcentage. Quand tu payes 10 euros en carte chez ton boulanger, il n'a pas 10 euros dans la poche. Bon, déjà, il a toutes les taxes liées au monde de l'entreprise, mais il a aussi un pourcentage qui va au terminal de paiement. Voilà, donc tu as un petit peu qui va pour la carte bleue, pour le terminal, pour la banque, tout ça c'est réparti, etc. quoi. Donc ton banquier, il est bien drôle, mais tu as bien fait voilà. Ils gagnent beaucoup d'argent, hein, vous en faites pas, ils sont pas à plaindre. J'avais vu passer des questions sur les PERCO, les plans d'épargne retraite, etc. etc. Alors ça, c'est des produits, les plans d'épargne retraite collectifs ou individuels, ou je sais pas, tout ça, qui me parlent pas, honnêtement. Et en fait, j'ai pas envie de perdre de temps à m'informer là-dessus. Donc je suis désolé pour les gens qui m'ont posé des questions là-dessus, je l'ai noté, mais voilà, ma réponse c'est ça. C'est pas les produits qui me parlent, donc vous avez compris que donc j'ai pas de PERCO, j'ai pas de PER, de PER et tout ça. Quand j'étais salarié à une époque, j'ai été salarié de grandes entreprises, j'avais des PERCO, j'avais tous ces machins-là, parce que les primes que les entreprises te versent, bienvenue Christophe, généralement c'est placé généralement sur un PERCO. Bon, c'est bien, mais c'est pas des produits qui m'intéressent, tous ces trucs-là. T'es pas actif dans la gestion de ces machins-là. Et ça peut être très intéressant, hein, mais je me suis jamais trop renseigné là-dessus. Tout comme l'investissement en viager, par exemple. J'avais renoté aussi une question sur le viager. Je crois que c'était Lolita qui avait posé cette question-là dans le vlog, le live d'avant. Et je l'avais aussi de nouveau eu sur Instagram. Quelqu'un m'avait posé une question là-dessus. Pareil, c'est pas un type d'investissement, moi, qui me parle. Et c'est pas un type d'investissement sur lequel j'ai envie de me renseigner énormément. Et quand je lis des articles ou que je regarde des émissions à la télé, et qu'il y a des petites chroniques comme ça sur le viager, je vais écouter, mais ça me parle pas, donc je vais pas me concentrer sur le sujet. Par contre, il y a un autre type d'investissement qui m'intéresse, qui me parle plus, c'est l'investissement en nue propriété. Donc là, je commence à m'intéresser à ça. L'investissement en nue propriété, je trouve ça assez intéressant, notamment pour les gens qui ont des enfants. Investir en nue propriété, bon, pour l'instant je suis pas assez renseigné, mais je vais quand même vous dire vite fait ce que c'est. C'est qu'en fait tu vas acheter un appartement. Basiquement, un bien immobilier, tu peux le couper en deux. Tu as le nu propriétaire, qui est donc propriétaire du bâtiment, voilà. Et tu as l'usufruitier. L'usufruitier, c'est celui qui va utiliser ce bâtiment. Donc généralement, quand tu achètes un appartement, tu es l'un et l'autre, tu es les deux. Tu es le nu propriétaire et l'usufruitier. Tu es propriétaire du bâtiment et tu utilises aussi ce bâtiment pour, soit pour toi, pour ton logement propre, pour loger tes enfants, ta famille, tes parents, peu importe, ou alors tu l'utilises comme investissement locatif sur Airbnb ou pour le louer à des étudiants, etc. Sauf qu'il y a aussi une possibilité,
c'est d'acheter un bien immobilier uniquement en tant que nu propriétaire. Donc tu vas l'acheter. Généralement, c'est un investissement où tu vas être quand même bloqué pendant 15 ans parce que c'est entre 10 et 20 ans. Donc, je dis 15, ça fait la moyenne. Pendant 15 ans, tu vas être propriétaire de ce bâtiment-là, mais tu ne vas pas en avoir l'usufruit. Voilà, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser, donc tu ne vas pas pouvoir le louer, tu ne vas pas pouvoir y aller, tu n'auras pas les clés, tu ne pourras pas faire de travaux. Peut-être que tu auras les clés, mais bon, non, je pense même pas, tu n'auras pas les clés. Non, tu n'auras pas les clés, c'est sûr. Tu ne pourras pas faire de travaux, tu ne pourras pas aller y dormir, tu ne pourras pas le peindre, tu ne pourras pas le meubler, tu n'en auras pas l'usufruit. Tu vas laisser l'usufruit à une société, un bailleur, un bailleur qui va exploiter donc ton appartement au sein d'un immeuble. Ça va être, je sais pas moi, les Foncia, les Citia, enfin là je cite les grands bailleurs, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des bailleurs dans plein de départements, de plein de villes. Et quel est l'intérêt, me direz-vous ? L'intérêt, c'est tout simplement que, en fait, en tant que nu propriétaire, tu vas acheter ton bien 60% moins cher que sa valeur. Donc si ton appartement, il vaut 200 000 euros, tu vas l'acheter 80 000. Voilà, si mon compte est bon, plus ou moins, ouais, c'est ça. Tu vas l'acheter 80 000 euros au lieu de 200 000 euros. Non, c'est pas ça. Non, tu vas l'acheter 120 000 euros. Tu vas l'acheter 120 000 euros au lieu de 200, voilà, c'est ça. Pendant 15 ans, par contre, tu n'y as pas accès. Par contre, pendant 15 ans, tu ne payes pas de taxes foncières, tu ne payes aucun travaux, tu ne payes rien. En fait, cet appartement t'appartient, il est à toi. Mais pendant 15 ans, il est virtuellement pas là. Voilà. Tu n'as aucun frais lié à cet appartement, tu n'as aucun impôt non plus. Il ne rentre pas non plus dans ton patrimoine immobilier, vu que tu n'en as pas l'usufruit, tu ne fais aucun profit là-dessus. Et tu n'as aucun travaux à payer. Donc tous les travaux courants, de la peinture, de la toiture, etc., tu ne les payes pas. Tu ne payes pas la taxe foncière, tu ne payes pas les charges de l'immeuble. Et au bout de 15 ans, le bailleur, hop, automatiquement, tu récupères l'usufruit, automatiquement et gratuitement, c'est comme ça, et tu te retrouves avec un appartement qui, certes, a été utilisé pendant 15 ans, mais généralement, tu bénéficies pas des revenus locatifs, tu ne bénéficies de rien du tout. C'est le bailleur qui utilise ton appartement. Sauf que toi, au bout de 15 ans, tu vas le récupérer, et donc tu auras acheté à 120 000 euros un appartement qui en vaut 200, donc si tu veux, tu peux le revendre 200, mais bon, au bout de 15 ans, tu vas pouvoir le revendre 300. Tu peux faire cette opération-là, ou aussi tu peux te dire, si j'ai des enfants, j'investis dès leur naissance dans un appartement en centre-ville de Paris, de Bordeaux, de je ne sais où, pour qu'elles aillent faire leurs études peut-être en centre-ville là-bas. Si tu sais que peut-être t'en as une qui va aller faire ses études dans telle ville, voilà, tu te projettes, je sais pas, si tu habites à Nantes, il y a plein d'universités à Nantes, si toi tu habites à la campagne de Nantes, ça peut être pourquoi pas un bon plan d'acheter en nue propriété en centre-ville de Nantes. Comme ça, tes filles, tes fils, au moment de leurs études, ils ont leur appartement que tu as payé que dalle, 60% du prix. Certes, il t'a rien rapporté pendant 15 ans, mais tu t'en fiches. Vu qu'il t'a rien rapporté, t'as pas eu d'impôt à payer dessus, t'as aucun travaux à payer, bref, voilà. T'as pas eu de taxe foncière, t'as rien eu à payer dessus. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Si t'as des enfants, moi c'est comme ça que je vois, je trouve ça assez intéressant. Par contre, tu peux aussi avoir l'autre truc, si t'as pas d'enfant, de se dire, dans 15 ans, je le revends. Après, c'est aussi un processus mental et psychologique assez compliqué pour certains, je peux le comprendre, parce que moi aussi, c'est compliqué des fois. Tu te dis, j'ai un appartement, mais pendant 15 ans, j'en vois pas la couleur du truc, quoi. Je sais pas ce qui s'y passe, je sais pas même si, en soi, l'usufruitier te fait aussi compte rendu des travaux qu'il a fait, etc. Voilà, tu peux quand même lui demander comment va ton appartement, je veux dire, tu vois. Mais effectivement, il y en a qui vont avoir du mal avec ça. C'est un peu le même principe que le viager, entre guillemets, parce que le viager t'achète, entre guillemets, une maison moins chère que si tu l'achetais directement, en direct. Mais tu mises aussi sur la mort précoce de la personne qui y habite. Même si il y a différents types de viagers, c'est compliqué le viager, c'est pour ça que je m'y intéresse pas. Et la nue propriété, je trouve que ça me parle plus. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vous lance là. Pourquoi pas vous renseigner là-dessus si le viager vous intéresse, si
intéressez-vous pourquoi pas à la nue propriété. Voilà. Honnêtement, ça peut être aussi intéressant. Moi, je m'y intéresse là, je commence à voir ça. Des conseils Babou pour la succession. Ma mère me demande si nous céder la maison dont elle est propriétaire de son vivant serait avantageux. Totalement. Totalement. Hein. Alors là, je m'adresse à tous les gens qui ont des parents encore en vie. Si vos parents ont 1, 2, 3 maisons, si vous-même, vous avez là 40 ans, 50 ans et que vous êtes propriétaire et que vos enfants ont donc déjà peut-être 15, 20 ans, léguez un maximum de choses à vos enfants de votre vivant. Vraiment. Ta maman, Lolita, effectivement, Célia, elle est en train de le dire. Célia, elle doit être notaire, à mon avis. Célia, ce qu'elle dit, c'est exactement c'est juste. Ta mère, en fait, Lolita, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle te cède la nue propriété de sa maison. Donc toi, et ton frère et ta sœur, vous allez devenir nus propriétaires de la maison. Ta mère, elle va en garder l'usufruit, parce qu'elle y vit. Et donc, elle lui utilise la maison. Donc vous, si, imaginons ta maison, elle vaut... la maison de ta mère, elle vaut 200 000 euros. Elle te donne la nue propriété. Donc après, ça, c'est le notaire, je crois, qui va calculer plus ou moins, qui va évaluer la valeur de la nue propriété et la valeur de l'usufruit. Ok ? Donc, imaginons que la nue propriété est estimée à 50% du prix de la maison. Eh bien, ta mère va te donner 100 000 euros. Enfin, elle ne va pas te les donner, les 100 000 euros. Hein. Ça va juste être un papier sur le notaire qui va dire Lolita est dorénavant nue propriétaire pour un montant de 100 000 euros. Voilà. Bim. Et ça, au moins, c'est déjà donné. C'est déjà donné. Voilà. Donc après, toi, en tant que nu propriétaire, en soi, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Est-ce que tu as le droit de déloger ta maman, etc. Non, logiquement, non. Hein. Célia va nous dire, mais... Célia, elle est notaire, c'est ça. C'est selon l'âge du donateur en pourcentage, apparemment. Mais c'est très intéressant parce que ça te permet de gagner énormément en droit de succession. Il y a beaucoup trop de gens qui meurent et qui meurent avec un patrimoine immense. Il y a des gens qui meurent et qui sont millionnaires et qui laissent à leurs enfants des choses, des fois, mais vraiment, si là je m'adresse aux gens qui vont avoir 1, 2 ou 3 maisons, voire plus, si vous laissez ça à vos enfants, ils vont devoir payer des droits de succession sur vos résidences secondaires ou autres, mais impressionnant, incroyable. Donc ne le faites pas. Donnez le maximum de votre vivant à vos enfants. Et si vous avez de l'argent aussi, si par exemple vos parents ont vendu une maison et que donc ils ont de l'argent, voilà, et qu'ils n'ont pas forcément envie de racheter quelque chose pour investir dans le locatif et tout ça, vos parents, le mieux c'est qu'ils vous donnent tout de suite cet argent-là. Tout de suite, parce que vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est maintenant que vous avez besoin de cet argent-là. Ça va coûter moins à vos parents, parce qu'il n'y a pas de droit de succession. Je crois que les parents peuvent donner 100 000 euros tous les 10 ans à leurs enfants. Je crois que c'est ça, la règle. La dernière règle en place, je crois que c'est ça. C'était plus avantageux avant, je crois que c'était 150 000 à une époque, maintenant c'est passé à 100 000. Tu peux donner 100 000 euros à tes enfants tous les 10 ans, voilà, exonéré de l'ensemble des délires, quoi, de tous les droits de succession, etc. Donc, faites-le, vraiment, faites-le. Quand tu donnes de ton vivant, c'est beaucoup plus intéressant. Vraiment. Et encore une fois, je m'adresse aux gens qui ont peut-être 60, 70 ans là et qui se disent « je vais attendre de mourir et je vais laisser un héritage à mes enfants ». Non, donne-lui tout de suite. Donnez-lui tout de suite l'argent que vous avez. Si vous avez 10 000 euros de côté et que vous vous dites « ah, ça fera un petit pécule pour mon fils quand je vais mourir », donne-lui tout de suite à ton fils. Au moins, il paiera aucun frais de succession dessus. Et les 10 000 euros, il en aura plus besoin à 40 ans qu'à 60. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Enfin, maintenant, on a une espérance de vie, on meurt à 90 ans, à 100 ans. Quel intérêt de donner 20 000 ou 30 000 euros, voire 100 000 euros à ton fils, si ton fils, il a lui-même 75 ans? Si ça se trouve, il va mourir dans 2 ans, ton fils. Alors oui, tu me diras, il pourra donner à ses enfants. Ben oui, mais bon, si tu enlèves les droits de succession et tout ça, ça va pas du tout. Ah, Bibou est rentré. Ça a été? Oui, il est tard, tu sais? Oui, je sais, il est 25, ouais. Je suis bientôt sur la fin. Célia, non, tu peux pas mettre de photos en commentaire, mais tu peux m'en envoyer sur Instagram, hein. Mais c'est ça, ouais. Donc ce que j'ai dit, c'est bien ça, Célia confirme. Vous pouvez effectivement donner 100 000 euros tous les 10 ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment
C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Gardez pas de l'argent quand vous avez passé... Honnêtement, vous avez passé un certain âge, donnez-le à vos enfants. Ils en ont besoin quand ils sont jeunes. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin d'argent quand ils sont passés 50 ans ou 60 ans. T'as pas besoin que ton père te donne 20 000 euros. T'en as besoin quand t'es jeune pour te payer ton permis, ta première maison. C'est là que ton enfant a besoin que tu lui donnes de l'argent. Vraiment, c'est essentiel. Essentiel. N'attendez pas que vos enfants soient dans la vie active. Attendez pas que vos enfants aient 40 ans pour leur donner un petit pécule. Donnez-leur à 25 ans. Comme ça, avec ce petit pécule, ils pourront acheter peut-être leur studio, leur appart, leur maison. Et grâce à votre petit pécule, déjà, ils auront été exonérés de tous ces droits de succession. Et voilà. Et n'achetez pas de voiture neuve avec cet argent, effectivement. Alors, attendez, j'ai une autre question. Oui, concernant les crypto-monnaies et le Bitcoin. Alors, ça, pareil, c'est un secteur qui ne me parle pas des masses, moi. Mais bon, je me renseigne quand même parce que c'est assez tendance et tout ça. Bon. Il y a un YouTuber qui s'appelle Asher, H-A-S-H-E-U-R. Pardon, oula. Asher, voilà. Apparemment, il est quand même assez réputé dans le monde des cryptos, du Bitcoin, de l'Ethereum et de toutes ces cryptos, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir lui. Je crois qu'il est quand même pas mal bien. Il est bien. Ah, il y a un ami qui est là, Bibou. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Voilà. Bon, ça a été ou quoi? Oui. Ouais? Bon, tant mieux. Bibou vous racontera dans le prochain vlog comment c'était passé chez la Nénou. Célia, effectivement, si tu veux envoyer des choses à Lolita, tu peux le mettre sous... tu peux, pourquoi pas, ouais. Je sais que Célia, c'est pas la première fois qu'elle commente Célia. Vous la retrouverez sur Instagram. Ou peut-être sur Messenger aussi, sur Facebook. Babou, suite à tes conseils, je m'intéresse au SCPI. Sauf que moi, je vis au Québec et j'ai l'impression que ça n'existe pas. Alors, je ne peux pas donner de conseils aux Québécois concernant les investissements au Québec, parce que ça n'a rien à voir avec les investissements en France. Donc cette Québécoise me dit qu'elle a vu le site La Centrale des SCPI. Est-ce que c'est un site de confiance? Alors la Centrale des SCPI, c'est un bon site internet concernant les SCPI. Vous avez aussi Prime Alliance, en un mot, P-R-I-M-A-L-I-A-N-C-E, qui est aussi spécialiste des SCPI. Vous avez ensuite un site plus généraliste qui va s'appeler Net Investissement, qui donc là va parler des assurances vie de la SCPI, des OPCI, des FCPI, il y a beaucoup de choses, de la bourse, plein de choses comme ça. Après, je sais pas si en tant que Québécois, est-ce que tu as le droit d'investir sur des SCPI en France si t'es pas français? Peut-être que oui, je sais pas, tu vois, je me suis pas renseigné. Pour moi, je me dis que bête et méchant, je me dis que les produits financiers français... Il faut être français pour investir. Je sais qu'il y a des produits d'épargne comme le livret A, tu es obligé d'être français pour en avoir un, mais je crois, et encore, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des SCPI qui vont investir en Allemagne ou dans les pays d'Europe, mais ça reste des SCPI françaises. Donc toi, en tant que Français, tu peux acheter des parts de ces SCPI-là qui, elles, vont acheter des immeubles en Allemagne, par exemple. Mais voilà, je sais pas si... Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Il y a Célia qui pose une question, c'est une autre Célia. Elle parle des voitures, elle a dit « Un grand-parent peut nous céder une voiture de son vivant aussi, non ?» Point d'interrogation. Je vois pas vraiment l'intérêt de céder une voiture de ton vivant, parce que honnêtement, sauf si c'est une voiture qui vaut vraiment beaucoup d'argent, effectivement, là oui, si ton papy ou ton papa a une Lamborghini de collection, c'est mieux qu'il te la cède de son vivant, comme ça tu paieras, je pense, moins de droits, et encore, je suis pas spécialiste, là, vraiment, là-dessus, là, je suis pas spécialiste. Tout ce qui est droit de succession dans les maisons, ça, c'est bon, c'est un truc que j'ai bien capté, mais dans les maisons et dans les dons, tous les dons financiers, après, tout ce qui est
Tout ce qui est voiture de collection ou voiture assez chère. Voilà, un grand-parent peut donner à ses petits-enfants jusqu'à 31 865 euros. Ça, c'est une somme, effectivement, que j'avais noté ça. Merci, effectivement. Parce que ma mère m'avait posé la question pour nos filles, justement. Après, je vois pas trop l'intérêt. Oui, si c'est une voiture chère. Mais si c'est une voiture qui vaut pas grand-chose, honnêtement, je pense pas que tu vas payer des droits. Enfin, oui, après... voilà, il peut te la vendre tout simplement. Il te la vend. Ton papy, il peut te la vendre. Hein. Voilà, il te la vend 1 euro, 10 euros, 100 euros. Tu deviens propriétaire, toi, tu deviens propriétaire de la voiture. La carte grise, elle est à ton nom. Et tu peux la laisser, tu peux laisser ton papy la conduire aussi. Hein, si, voilà, mais voilà. Est-ce qu'on paye des frais de succession hors immobilier ? Ça, je sais pas. On va demander la question à Célia. C'est Célia qui fait le live ce soir. Là, c'est vraiment très spécifique. Hein. Honnêtement, et pour la succession, moi, ce que je sais, c'est que vraiment l'assurance vie, c'est le... Enfin, c'est le plus intéressant. C'est d'ouvrir une assurance vie au nom de tes enfants dès qu'ils naissent. Vraiment, c'est le plus intéressant. Et de mettre l'argent que tu as envie de leur donner ou que tu peux leur donner sur ton assurance vie propre à toi. Et ensuite, dans ta clause bénéficiaire d'assurance vie, qui sont mes bénéficiaires ? Mes bénéficiaires sont mes enfants, ma femme, mon chien. Bref, peu importe, bon, ça fait... Mais vraiment, chacun doit avoir une assurance vie. Nous, c'est le cas. Hein. Chaque membre du foyer a une assurance vie, donc on en a 5. Par contre, les filles, il n'y a pas d'argent sur leur assurance vie. Il n'y a que 50 euros ou 100 euros. C'est 100 euros. Ton assurance vie à toi, tu mets de l'argent dessus. Monsieur, madame, vous répartissez à 50-50 ou à peu importe comme vous voulez. Et ensuite, vous mettez dans votre clause bénéficiaire. Qui sont les bénéficiaires de mon assurance vie ? C'est mes enfants. Hop, l'argent qu'il y a sur ton assurance vie, bim, il va sur l'assurance vie des enfants. Ça te coûte que dalle. Voilà. Ben, c'est ce que Célia elle dit, tu vois. C'est justement ce que Célia notaire nous dit, Célia Delaunay. Le mieux, c'est d'ouvrir des assurances vie et de mettre l'héritier que tu veux en bénéficiaire. Voilà. Et elle confirme que tous les comptes bancaires et autres biens mobiliers rentrent dans l'actif de la succession. C'est ce que je me disais, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des œuvres d'art, des voitures de collection qui valent beaucoup d'argent, de l'or physique... bref, tout ça, en fait, ça rentre dans la succession. Des bateaux, des jet skis, des trucs qui valent quand même pas mal d'argent. Donc tout ça rentre dans la succession. Donc, au maximum, donnez le maximum de choses que vous avez à vos enfants de votre vivant. Voilà, c'est vraiment la chose à retenir. Une autre question qui concerne les étrangers, une abonnée qui m'a posé la question suivante. En Allemagne, les taux d'épargne sont ridiculement bas, 0,02%. Ma conseillère me conseille des fonds de placement. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, les fonds de placement ? Elle me dit. Alors déjà, je crois que si tu es française et que tu vis en Allemagne, tu peux ouvrir tous les produits d'épargne qu'il y a en France, logiquement. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que tu peux ouvrir un livret A, tu peux ouvrir une assurance vie en France, peu importe si tu ne vis pas en France, je crois. Hein. Dès lors que tu es français, tu peux ouvrir une assurance vie en France, tu peux... voilà, le livret A, tous ces machins-là. Ensuite, les fonds de placement, très rapidement, qu'est-ce que c'est un fonds de placement ? Ça peut être intéressant dans le sens où tu vas mutualiser les risques. La définition exacte, c'est une gestion collective. L'intérêt, c'est donc... le fonds de placement est un organisme de détention collective d'actifs financiers. Donc ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. Vous êtes plusieurs investisseurs, vous êtes 1000, 10 000, 100 000, et vous investissez tous ensemble au sein de ce fonds-là. Voilà. Vous détenez collectivement plusieurs actifs financiers. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est quoi de cette gestion collective ? C'est de bénéficier de gestionnaires de placement. Ce n'est pas toi qui gères, c'est le fonds. Donc, c'est les professionnels qui vont gérer. Et d'économie d'échelle, tu vas économiser de l'argent. Parce que tout simplement, vous êtes plusieurs à investir un tout petit peu. Et donc, un tout petit peu plus un tout petit peu, ça fait beaucoup. Et ça fait que ce beaucoup va rapporter. Et ça mutualise les risques, etc. Après, il y a plein de fonds de placement possibles. Là, ça serait trop technique, trop compliqué à expliquer aujourd'hui. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Après, il faut savoir quel fonds de placement elle te propose. Et encore une fois, si tu es française et que tu habites en Allemagne, renseigne-toi. Il y a peut-être des choses en France qui sont plus intéressantes pour toi. Hein. Johanna demande, on peut ouvrir une assurance vie avec seulement 100 euros ? Bah oui, pourquoi ? L'assurance vie, ce n'est pas quelque chose pour les riches. Hein. C'est quelque chose d'essentiel à avoir. Notamment pour la succession.
aussi parce que ça te rapportera plus que le livret A. Ça te rapportera plus que le livret d'épargne populaire ou que le Codévi ou que le livret d'épargne logement. Livret épargne logement, il ne rapporte pas beaucoup. Mais voilà. Ma famille est contre l'assurance vie. Ils disent que c'est une connerie qui te fait perdre de l'argent. Non, ce qui te fait perdre de l'argent, c'est l'assurance décès. C'est pas la même chose. L'assurance décès, là, c'est à fond perdu, capital perdu. C'est-à-dire que ton argent, c'est vraiment une assurance. En cas de décès, tu vas avoir une rente qui te sera versée. Mais ça, j'en ai parlé dans le live précédent, je crois. L'assurance vie, c'est... Le mot assurance n'est absolument pas approprié. L'assurance vie, c'est un produit d'épargne qui va te rapporter de l'argent. Merci beaucoup Célia pour tout ce que tu as dit là sur les frais de succession. Et c'est vraiment c'est l'assurance vie, il faut vraiment y aller. C'est un des produits d'épargne le plus intéressant au monde. Au monde, vraiment. Au monde, l'assurance vie en France, c'est le produit d'épargne le plus intéressant. Qu'est-ce que tu penses des PEA chez les banques, Babou? Les PEA, c'est plan d'épargne action. C'est ce qui va te permettre d'investir en bourse via ton PEA. Donc là aussi, c'est très intéressant. On ne va pas parler de bourse et de PEA en détail ici. Par contre, qu'est-ce que tu penses des PEA chez les banques? Fuyez, encore une fois, vous vous en allez des banques. Si vous voulez investir en bourse via votre PEA, plan d'épargne action, vous ne le faites pas via votre banque. Vous allez au minimum chez les banques en ligne. Ça vous coûtera 3 à 4 fois moins cher que chez votre banque traditionnelle. Et au minima banque en ligne, et ensuite aller plutôt vers des brokers spécialisés comme Bink, comme Bourse Direct, comme qu'est-ce que j'ai d'autres en tête là? C'est les deux plus importants. Après il y en a d'autres plus confidentiels, mais que je vais pas citer là parce que je suis pas fan des autres. Mais voilà. Mais PEA chez les banques, vous n'y allez pas. Assurance vie chez les banques non plus. Voilà, vraiment. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et une dernière petite question concernant cette fameuse poire pour la soif. Babou, quand tu épargnes, quand tu mets de côté, est-ce que c'est uniquement pour vos projets à long terme? L'abonnée qui m'a posé la question, elle me dit qu'elle a un PEL à 2,5% brut, donc ça c'est très bien. Ça c'est les PEL d'avant 2014 je crois. Donc c'est très bien, il faut le garder. D'avant 2015 je crois. Qu'elle alloue exclusivement pour sa retraite, et ensuite elle a une poire pour la soif qu'elle a sur son livret A et sur son assurance vie. C'est très bien de faire ça honnêtement, parce que le PEL il est bloqué, donc c'est pour ta retraite, voilà. Et pour la soif, tu laisses ça sur des comptes qui sont plus accessibles en 2 clics. Le livret A en 1 clic tu débloques l'argent, l'assurance vie tu débloques l'argent en 3 ou 4 clics, c'est un petit peu plus long. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut garder pour ta poire pour la soif? Je ne sais pas, encore une fois, ça c'est toi qui vois. Mais pour la retraite, effectivement, le PEL, ça peut être bien. Mais encore une fois, tu peux aussi partir sur l'assurance vie, sur la bourse, sur les SCPI ou sur l'investissement locatif pour ta retraite. Ça peut être aussi quelque chose d'envisageable. Tu peux te dire, j'achète un appartement que je mets en location et ça va me rapporter des revenus locatifs évidemment. Et dans 20 ans, je le revendrai. Ça me permettra d'avoir une bonne petite enveloppe pour ma retraite. Ou alors, je le garde aussi pour ma retraite. Ça me fera d'autres revenus, etc. Il y a des gens qui ont une sensibilité face aux investissements immobiliers différente d'autres. Il y en a qui ont préféré aller en bourse, en assurance vie ou sur l'immobilier ou sur de la SCPI. Ça, c'est vraiment à chacun de voir où il veut. Et encore une fois, pour la retraite, il y a aussi des placements comme le PERCO ou le PER, le plan d'épargne retraite, tout simplement, que moi, je ne juge pas intéressant, mais que beaucoup jugent très intéressant. Donc là, renseignez-vous. Si vous êtes dans une grande entreprise, sur l'intérêt de votre PERCO, etc. Donc, voilà les amis. Je vais vous laisser parce que là, il est tard quand même. Il est 40 déjà. Quel live regarder pour que je me renseigne un max sur l'assurance vie? Honnêtement, tous, parce que des fois je vais répéter les choses. Sur YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live Argent, tout simplement. Donc tu les regardes un peu tous. Regarde-les tous vraiment. Après les lives qui sont sur Twitch, là il y en a encore qui sont en replay, je crois. 2 ou 3, donc
Donc, va fouiller. Voilà, merci beaucoup. Et effectivement, Célia a apporté une précision. Les assurances vie ne sont pas soumises aux frais de succession jusqu'à 30 000 €. Voilà. 30 000 €. Donc, je crois que c'est par enfant, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois que c'est par enfant, hein, 30 000 €. Hein. Donc, merci beaucoup pour ce live. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps et que vous allez être encore... vous êtes encore 90 là, donc merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Demain, il y aura un vlog. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Il faut que je fasse mon montage de vlog, là, sinon je vais être à la bourre. Je le ferai cet après-midi. Hop. Alors là, Bibou, elle revient de son rendez-vous et elle est un petit peu à la bourre pour le repas. En plus, on mange des sandwichs et je suis sûr qu'elle est en train de se dire qu'est-ce que je vais mettre dans les sandwichs, je sais pas. J'ai pas rangé de la vaisselle, non, non, parce que j'étais à la bourre ce matin de fou, quoi. J'étais à la bourre. J'ai pas pris beaucoup de temps. Mais je vais ranger le lave-vaisselle, t'inquiète. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez voir ce replay-là, vous allez sur l'onglet vidéo de Twitch. Hein, ça reste 2 mois. Il sera pas forcément sur YouTube après. Donc voilà, essayez de prendre le rythme. C'est toujours mieux. Et merci pour tous ceux qui étaient là pour leur premier live. Merci pour ceux qui se sont réabonnés ou abonnés pour la première fois. Ça fait plaisir. Je vous rappelle, les abonnements, vous pouvez le faire via PC. Ça vous coûte 5 $, je crois. Si vous le faites via téléphone, c'est un peu plus cher, donc ne le faites pas. Et si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne gratuitement. Et nous, ça nous rapporte 2,50 € par mois. Donc franchement, faites-le. Ça nous aide énormément. Renouvelez votre abonnement tous les mois si vous avez Prime. Et si vous vous posez la question... Quel intérêt on a de s'abonner à votre chaîne Twitch ? Déjà, c'est de nous soutenir. Et aussi, pour l'instant, vous n'avez effectivement pas d'avantage, hormis le fait que vous n'avez pas de publicité, les abonnés. Donc, il y a Lolita In qui est abonné. Tous ceux qui sont abonnés, vous le voyez, ils ont une petite étoile. Il y a Caro14, elle est abonnée. Ils ont une petite étoile violette, comme ça. Donc, vous n'avez pas de pub. Vous avez accès au chat sans aucune limitation. Ceux qui ne sont pas abonnés, le chat va un peu moins vite pour eux. Les abonnés, ça va plus vite pour vous. Vous pouvez commenter autant que vous voulez. Vous n'avez aucune restriction. Et peut-être qu'à un moment donné aussi, les replays Twitch seront uniquement réservé aux abonnés. Voilà, on va peut-être faire ça pour pas faire doublon en fait et aussi pour mettre un maximum d'interaction sur les lives. Donc ceux qui seront abonnés, vous aurez le live. Si vous l'avez loupé, vous pouvez aller le voir en replay sur Twitch. Ceux qui ne sont pas abonnés, par contre, vous ne pourrez plus le voir en replay sur Twitch. Il faudra attendre qu'il soit sur YouTube. Voilà. Et encore une fois, on ne mettra pas forcément tous les replays sur YouTube. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être un maximum de monde sur les lives, même si je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas. Mais nous, on kiffe vous lire. Moi, j'adore là, tout ce que vous avez dit là. Franchement, merci beaucoup. Je sais que c'est un sujet qui ne fait pas réagir beaucoup de gens. Mais voilà, je pense que vous avez quand même appris des choses. Que ça va même fait réfléchir des fois un peu sur votre gestion. Donc, merci beaucoup. Et gros bisous. Je vous embrasse. Je vais tenter un dernier truc. Hop. Et voilà, gros bisous à tous. Merci beaucoup. On va mettre fin à ce live. Très bonne fin de journée. Gros bisous.